Attends, viens, on fait un clap. Ils ont rien filmé, tu sais, le cadreur. C'est On bon, dirait c'est bon. MPM, j'ai compris le rôle. Médéric, bonjour. Bien. Comment ça va? Bah écoute, pas trop Attention, mal, on est sur une vidéo attendue. On est sur une vidéo Pourquoi qui a été attendue? sollicitée. Le contenu que je fais tout seul, maintenant que depuis que j'ai dit que j'allais faire une vidéo avec Médéric, tout le monde attend et me dit ouais, ta vidéo, on s'en fout là sur la bourse, les cryptos, dégage. On veut l'interview de Médéric. hein. Donc là, on est sur la chaîne secondaire ou troisième chaîne. Alors quatrième, ah non, je n'ai que 2 chaînes secondaires. Je n'ai que 2 chaînes secondaires. Non, je n'ai qu'une chaîne, je n'ai que 2 chaînes. Non, mais après, tu vas induire les gens en erreur. Ils vont se dire, ah, il y a 3 chaînes, on m'a proposé un iPhone, ça fait 3 fois, je mets 100 €. Moi, je suis deg, le mec, il a créé sa chaîne, paf, le lendemain, il avait plus d'abonnés qu'à mienne. Bon, les amis, on compte sur vous, abonnez-vous, on va vous saouler dès le départ. Hein. Abonnez-vous à la chaîne ShiftTech TV. C'est Médo qui s'occupe de penser et créer le contenu. Donc, C'est pas du contenu sur moi, hein. Non, C'est mais du contenu sur la marque, finalement. par rapport à ShiftTech, il y a des choses super intéressantes comme la dernière, la vidéo de la Mégane KTRS Trophy R. Oui. Qui est très intéressante pour les passionnés automobiles. Là, on est plus sur des passionnés investisseurs, entrepreneurs, des gens qui ont envie d'aller de l'avant. Déjà, petite info intéressante, les amis, je vous réserve un épisode numéro 2 sur la partie immobilier parce que j'ai été complètement. J'ai passé 3 heures dans les commentaires hier soir et j'ai vu la richesse de l'espace commentaire qui peut être pas du tout représentatif de ma chaîne principale. Je suis un bâtard. J'ai pas pris le Je temps. suis un bâtard, mais j'ai quand même tendance à beaucoup me faire défoncer ou alors à avoir des blagues un peu. Ah, les haters sont sur cette chaîne, alors c'est ça? Non, pas du tout. Ah, Sur ma chaîne principale, c'est beaucoup plus de délire, de mecs qui vont rigoler, mais lâcher un gros cul, grosse bite. Ouais. Tu vois, vraiment de la boiserie quoi, sur la chaîne principale. Alors que là, on a vraiment des entrepreneurs, des investisseurs, des avocats fiscalistes qui répondent. C'est trop intéressant quoi. Et donc du coup, sur la vidéo, ma dernière vidéo sur le sujet de l'immobilier, je vous réserve une partie 2 pour répondre à quelques questions que j'ai pas évoquées. Il y en a un peu qui étaient restés sur leur faim et donc on va traiter ça dans un épisode numéro 2, peut-être accompagné éventuellement d'un avocat fiscaliste ou de quelqu'un qui a l'habitude dans l'immobilier. En tout cas, merci. Je pourrais t'accompagner dans ce cas-là. Ah bah là, j'imagine que tu pourrais m'accompagner, Médo, parce que je pense qu'à Tours, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont propriétaires à cause de toi et qu'il n'y en a pas. J'ai pas raflé tous les terrains de Saint-Cyr-sur-Loire encore, je te rassure. Saint-Cyr-sur-Loire, Une partie quand même, il est modeste. c'est compliqué. Et donc voilà, on vous réserve un épisode numéro 2. Aujourd'hui, l'idée c'était de. Parce que Médo ne sait pas ce qu'on va trop tourner. Non, je suis là, c'est. À la base, on a fait une vidéo sur la chaîne principale de monsieur et Voilà. il m'a dit il faut qu'on s'assoie, faire une vidéo. Bon, ok, Voilà. on va faire. Et donc moi je voulais vous proposer Y a pas de ce script, rien. petit contenu. Ah non, il n'y a pas de script, moi j'ai rien préparé. Je suis venu, j'ai dit on s'assoit et c'est maintenant que je commence à réfléchir à ce qu'on va faire. Non mais l'idée c'était de revenir sur ton parcours parce que c'est vrai que par rapport à plein de choses, en fait si tu veux, les gens quand ils parlent de Médéric, ils entendent un gars qui ouvre un ShiftTech tous les mois. Si tu veux. Ouais, ou Médéric à cause de. Ou Médéric à cause de moi, oui, mais moi je m'appelle Boiserich à cause de toi maintenant. Et donc, si tu veux, t'impressionnes un petit peu les gens se posent des questions, ils se disent comment ça se fait, de quoi il est parti, comment il fait, comment il arrive à ouvrir autant de centres, quel est le rapport avec la marque au départ, est-ce que tu es le créateur, est-ce que tu as commencé chez ShiftTech, est-ce que tu as bossé chez ShiftTech, est-ce que c'est des partenaires, comment tu fais, est-ce que c'est des bâtiments que tu achètes, que tu fais construire, que tu reprends, etc. Il y a 1000 questions à se poser autour de ShiftTech et de ta personne. Et moi, je suis bien le premier à être intéressé parce qu'on a débattu de plein de sujets ensemble. Et puis, je pense que tu es un des premiers qui m'a conseillé sur le côté entrepreneurial. Tu es un premier qui m'a dit écoute gros, les micro-sociétés, il y a des seuils. À l'époque, c'est vrai, Médo? Ouais, c'est vrai. Donc. Moi, ça m'a toujours surpris, ça. J'ai côtoyé plein de gens de YouTube, quoi. Et finalement, vous avez un statut qui est un peu à part entière et qui, à un moment, se dit il faut quand même le cadrer, quoi. Moi, sachant que j'avais déjà une entreprise avant ça, je me suis posé plein de questions et j'ai cherché, j'ai regardé. C'est pour ça qu'on a eu ces discussions ensemble, finalement. Ouais, mais c'est vrai que moi aussi, je rencontre plein de youtubeurs. Et en fait, le statut de youtubeur aujourd'hui, il est devenu un métier. Mais même moi, je pense que je suis encore au début où les gens se disent, moi, genre contrôle fiscal. Parce que je suis encore en contrôle depuis, ça fait un an. Le mec, on est en contrôle longue durée. On est en contrôle longue durée. Et donc, c'est pareil, tu crées une société tous les mois aussi. Ben oui, non, mais on va pas se plaindre de se faire contrôler. À partir du moment où on gagne notre vie et qu'on travaille, c'est aussi normal. Eux, ils ont des indicateurs en fait. Beaucoup de gens se disent c'est de la dénonciation, mais pas forcément. C'est des fois des indicateurs. Il y a un chiffre d'affaires en face une personne. Voilà, ils contrôlent. Et puis moi, j'ai la chance d'être tombé sur un bon gars. Qui s'acharne pas. Donc par contre, il contrôle tout, quoi. Et puis vous avez un statut compliqué, quoi. Il faut, il y a un groupe, etc. Le contrôleur fiscal m'a clairement dit, nous on a vu que tu déclarais beaucoup d'impôts et qu'il n'y avait pas de galère.
mais en fait, tu nous offres une formation. Oui, Il a dit, tu nous offres une formation. Aujourd'hui, YouTube, on ne sait pas. Genre, même eux ne savaient pas comment déclarer les revenus de YouTube. Entre le AdSense, les États-Unis, Bah voilà, parce l'Irlande, que YouTube, c'est américain, mais ils font transiter l'argent par l'Irlande. Donc en fait, moi, est-ce que je déclare mes impôts en Irlande, en France ou aux États-Unis? Donc c'est des questions auxquelles on a pu répondre par l'aide d'un fiscaliste. Et puis le contrôleur fiscal ne le savait pas. Donc en fait, on l'a aidé. Il m'a dit que malheureusement, on l'aidait peut-être en Un peu faisant trop. contrôler. On l'aidait pour aller contrôler les prochains. autres youtubeurs. Donc il m'a dit, préviens tes potes, YouTube, c'est l'enfer. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui sont un petit peu. Je pense que c'est pas facile aussi. C'est pas as facile. des revenus qui débarquent Ouais. de vidéos, de contenu. Ça arrive sur une plateforme. Je pense que c'est surtout le début, quoi. Comme moi au début, c'est qu'en fait, soit tu as un statut salarié ou tu fais autre chose ou peut-être rien. Mais du coup, tu commences à percevoir des petits revenus. Donc tu t'affoles pas. Tu dis, j'ai gagné 70 € en un mois. Tu commences pas à chercher. Je pense que tu n'intéresses personne à. Voilà, tu commences pas à chercher à constituer une SAS, quoi. Et donc après, c'est quand ça vient avec le temps. Et des fois, si tu es un peu en retard, il suffit que tu prennes un Covid. Parce que tu t'es Bah ouais. développé pile poil dans Moi, le je me premier suis confinement, développé ouais. pendant le confinement, un peu avant. Et en fait, si tu veux, pendant le confinement, j'avais mon changement de statut juridique. Et donc pendant le confinement, j'ai eu mon changement de statut juridique qui fait que ça a été complètement décalé. Ouais, oui, Et donc j'ai dépassé les seuils. Et bon, après, il y a une régule qui s'est faite avec l'URSSAF et tout le bazar, mais quelqu'un qui laisse les choses traîner, heureusement que je ne l'ai pas fait, quelqu'un qui laisse les choses traîner, ça peut devenir vite du pénal. Puis dépasser les seuils maintenant. Dépasser les seuils, alors là, en termes de chiffre d'affaires, on connaît. Donc, Médo, explique-nous, moi je connais un petit peu, est-ce que tu veux repartir de A à Z ou est-ce que tu veux que je dise ce que je pense connaître? Non, moi déjà, j'aime pas parler de moi, c'est rare que je parle de moi. Donc j'explique mais un peu ce que je sais, quoi. Si tu veux, globalement, je suis parisien à la base. Je suis né à Paris. Ah bah ça, je savais Je suis même même pas. pas, tu vois, je suis pas né en Indre-et-Loire. Maintenant, j'habite à Tours, je vis à Tours. Non, mais on veut Donc- reprendre depuis ton existence, Médo. On veut un récit, on veut une J'aime te dire, autobiographie, là. J'ai commencé je suis né à Paris. T'es né à Paris. Voilà, Ah bah là, ça commence au début, là. Je suis né à Paris, études parisiennes. J'ai juste un bac scientifique, donc j'ai pas fait d'études après D'accord. ça. Et aujourd'hui, je le regrette d'ailleurs. Putain, bac S, quand même. Ouais, bac S. Nous, attends, pour dire quand même, pour les gens dans les cursus généraux, on se faisait quand même insulter dans les bacs pro. On est un peu les SECPA, nous, les bacs pro. Faut le dire, hein, moi je l'ai vécu comme ça. Ouais. Ah oui, t'as fait un bac pro. Ah, Mais moi, tu bah sais, connard, j'ai quand même un diplôme, laisse-moi tranquille. j'étais en banlieue parisienne et on m'a dit, ouais, pour être dans une classe un peu sympa, prends première langue vivante allemand, comme ça t'es pas avec ceux qui font anglais. Donc j'ai pris allemand et je pige rien d'un mot d'allemand. Et je suis mauvais en anglais parce que j'ai attaqué l'anglais en deuxième langue vivante, tu vois. Ah oui, d'accord. Donc, Ok. voilà, Île-de-France jusqu'en 2006. Mes parents, c'était des entrepreneurs, hein, ils avaient un restaurant. Ah d'accord. 40 ans de restauration, ils sont partis à la retraite et avant de partir à la retraite, ils ont voulu diversifier les activités, ils ont fait une boîte de transport. Donc, Escorte internationale. voilà, c'est Européenne. ça, exactement. Et donc tout de suite après mon bac, j'ai récupéré la société de mes parents. Donc c'est ton premier métier. C'est mon premier, voilà, je suis sorti de l'école, j'ai jamais eu un patron, j'ai toujours bossé pour moi, quoi. Donc, je suis Et sorti de alors, l'école. je te coupe vite fait, mais est-ce que tu penses que de ne pas avoir eu de patron, c'est un avantage ou un défaut? Je sais pas, quand j'ai commencé, j'étais tout seul, j'avais personne à diriger et je me suis fait un peu tout seul par rapport à ça. Aujourd'hui, on a 50 salariés et je pense que j'ai pas de problème avec mes salariés alors que… Mais est-ce que tu penses que le fait d'avoir eu un patron, parce que moi j'ai eu un patron qui était un peu, pas difficile, mais qui demandait beaucoup, qui avait des humeurs, Finalement, j'ai pas eu de patron, mais j'avais un père qui en demandait beaucoup dans son boulot parce que c'était leur société. voilà, qui était exigeant, mais tu n'avais pas le côté relationnel difficile peut-être d'un patron qui en demande beaucoup, mais qui n'est pas ton père, quoi. Parfois, c'est peut-être plus dur de bosser avec la famille que, Ah ouais, que de bosser. Tu sais ce que c'est, toi d'ailleurs, tu bosses en bien sûr, famille. Quand c'est ton père qui te dit il faut faire telle heure, tu dis oui, papa, et tu Oui, le fais, voilà. quoi, Ouais. tu vois. Non, Donc, moi, je te dis ça parce que le fait d'avoir eu des patrons exigeants, durs, qui avaient des sauts d'humeur, qui étaient parfois compliqués, etc., j'ai trouvé que ça m'avait quand même beaucoup appris. Malgré qu'il y a un moment donné, c'était compliqué, je sais que j'en ai retenu une leçon en tout cas. Alors après, je pense que c'est différent. Toi, tu vas retenir les leçons d'un patron compliqué. Et toi, c'est Moi, je vais retenir des leçons une fois que j'ai eu ma propre société, qu'il a fallu que je conserve des clients. J'ai un client dans le 78 aujourd'hui qui m'a beaucoup appris finalement. Tu vois, quelqu'un de dur dans le travail, qui est très gentil face à toi, mais qui est très dur dans tous les dans le échanges. business. Ouais. Et finalement, j'ai travaillé avec des clients très compliqués. Et c'est peut-être plus dur à gérer qu'un patron difficile quand tu es salarié. Ah ouais, d'accord. Donc Oui, ça, oui, non, mais je parlais vraiment du point patron. ouais, je comprends. Évidemment que tu as La relation. Évidemment que tu as eu des relations avec, comme tu dis, clients ou autres.
qui sont aussi compliqués. Qui sont tout aussi compliqués à gérer. Finalement, quand tu es indépendant, quand tu es tout seul, j'étais tout seul, j'ai commencé tout seul avec puis ma sœur, c'était une société familiale. Quand tu es deux, tu peux quasiment dire que ton client, c'est ton patron. Bah oui, complètement. Il fait la pluie et le beau temps de ton activité, tu es dépendant de lui, tu es dépendant de son activité. Donc bon, finalement, c'est que le statut qui change. Tu n'es pas salarié, tu as un contrat de service. Donc tu as repris l'entreprise familiale? Voilà, de mes parents, 2006 jusqu'à maintenant. Hein, j'ai toujours cette société. Je la développe moins vite que Shiftech, mais je la développe. Voilà, c'est une société familiale. Donc c'est une société d'escorte de convois exceptionnels? Alors transport escorte de voiture, donc voiture pin, tu m'as perturbé toi. Non mais en gros c'est le fourgon jaune avec les gyrophares. Voilà, qui escorte les convois exceptionnels. Bon, par exemple quand tu transportes un bateau, une éolienne, des chars d'assaut ou un mobil-home. C'est ça, exactement. Voilà. Donc la petite voiture jaune qui est devant, j'ai fait ça pendant longtemps. J'ai encore l'activité, donc dans plein de vidéos, on voit des voitures pilotes et il y a plein de gars de cette activité aujourd'hui qui me reconnaissent par rapport à ça. Dans les départs où on s'est connus, j'avais mes fourgons jaunes tout le temps devant chez Shiftech. Et du coup, ça c'est une société ça aujourd'hui qui représente quoi? Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de véhicules? Non, on est 5 salariés, 6-7 voitures. Si tu veux des chiffres aussi, tu veux parler en chiffre d'affaires. Si tu as envie, c'est une société qui fait 450 000 € de chiffre d'affaires par an. C'est régule depuis des années. Une bonne boîte qui tourne. Voilà, ça m'a permis de, au départ, me développer, acheter une maison. Voilà, c'est une boîte qui pourrait être ton revenu principal aujourd'hui si tu n'avais pas Shiftech. Exactement. Donc 2011, l'ouverture de Shiftech Tour. Voilà. Avec Elder. Donc Elder qui est aujourd'hui le patron de Elder Shiftech et Nicolas Paris. Voilà, c'est ça, pas le Nicolas Cala mais quelqu'un d'autre, un autre associé qui est parti. Donc franchisé pure à Tours, 2011-2018, franchise pure, le 3e centre de la marque, donc Belgique, Luxembourg, Tours. Donc l'aventure automobile pour moi, c'était Belgique, Luxembourg, Tours. Donc c'est-à-dire que c'est le premier centre en France, Tours. Ah ouais, c'est le premier centre en France. On a eu ils avaient Paris et Lyon, qui sont des centres qui ont changé de panneau, qui sont passés une marque concurrente, donc je ne vais pas citer le nom. Et donc on n'avait plus de centre en France. Tours, c'est le centre du renouveau français. C'est le premier centre français, Shiftech, on va dire. Parce qu'il y a eu des Shiftech mais qui avaient fermé. Oui, ils n'ont pas fermé. Il y a eu un split, Shiftech et une autre marque connue aujourd'hui. Ceux qui connaissent l'histoire, c'est facile de trouver. Donc on a perdu 2 centres français et en 2011, on se retrouve avec aucun centre en France. Donc Shiftech Tours. C'est le premier centre après ses fermetures, donc avec Elder, Nico Thévenin qui est arrivé en 2014 après, et moi depuis 2011, donc depuis le départ. Donc toi, Nico, qui est aujourd'hui aussi associé avec toi à Tours, c'est ça. Vous étiez tous les deux salariés d'Elder. Ouais, tout à fait. À Tours, dans l'ancien bâtiment qu'on a connu pour les premières vidéos. C'est ça, exactement. Les toutes premières vidéos, la M393, la première M5. Et moi, je bossais dans ma boîte de transport du lundi au jeudi soir. J'attaquais vendredi matin chez Shiftech, vendredi, samedi. Donc sur la partie méca, je faisais de la mécanique. C'est comme ça que j'ai connu Shiftech. Moi, je bricolais toutes mes caisses. Donc tu n'étais pas en plein temps au départ? Non, j'étais juste vendredi, samedi. Ah ouais, excellent. Mais c'est marrant parce que le parcours il est quand même particulier parce que tu as cumulé le côté chef d'entreprise qui gère une société d'escorte de véhicules et derrière tu as un poste salarié mi-temps. Ouais, c'est ça, exactement. Excellent. Salarié mi-temps, c'était exactement ça. Excellent quoi. Salarié mi-temps au départ, c'était une passion. J'ai toujours dit à Elder, non, je ne travaillerai jamais avec toi plus que ça parce que c'est juste une passion. Ouais. Oui, ça te faisait kiffer de préparer de la caisse et tu étais préparateur aussi parce que la Golf remontait avant Shiftech. Ouais, on s'est connus comme ça. On s'est connus avec ça. On s'est connus avec mon Versys Turbo avant, une S4. Moi, je bricolais les voitures avec Johan qui est là. 2006, moi et lui, on se connaît depuis 2006. On bricolait les voitures. On allait au Run à Tours. On allait un peu partout. Et c'est comme ça que j'ai connu Shiftech. On a su qu'il y a un banc qui allait arriver à Tours. On a voulu aller passer nos voitures au banc. Donc moi et Johan, c'est les 2 premières voitures passées au banc. Incroyable. Et Johan a commencé avant moi chez Shiftech. Putain, mais j'en apprends autant. Si. Johan, il a commencé avant moi chez Shiftech. Ça ne l'a pas fait parce que sur le coup, c'était pas la bonne décision d'Elder, ça passait pas avec et c'est moi qui ai pris la suite. Donc j'ai été embauché vendredi, samedi depuis 2011. D'accord, incroyable. Et donc arrive ensuite le moment où Elder part sur Paname. Alors déjà, si on veut, Elder part sur Paris. Si on veut résumer la marque Shiftech, créée en 2008 par donc 2 amis à moi belges. Ouais. Un des 2 est encore là aujourd'hui et on est associés ensemble. Donc c'est quelqu'un qui nous emmène loin dans le projet, qui a d'autres projets et qui nous a aidés. Donc 2018, Elder décide de faire Shiftech Paris. Donc là, c'est plus franchisé. Il monte son propre centre où il devient propriétaire des murs. Il devient franchisé d'un centre. Murs appartiennent à un propriétaire. D'accord.
Et le projet de racheter après. Voilà, il dit je m'en vais à Paris, je veux faire mon centre Shiftech Paris. Ok, nous on dit tant qu'à faire, est-ce qu'on rachèterait pas le centre de Tours, et tout le monde est content. Et LDR accepte de nous vendre le centre de Tours, on en devient propriétaire avec Nicolas, donc les salariés qui deviennent propriétaires du centre de Tours. Donc, et donc là, LDR te vend le fonds de commerce? Nous vend les parts de la société. Il vous vend les parts. C'était une SARL détenue par 2 associés. Moi et Nico, on s'endette, on fait une holding, on s'endette, on achète les parts de l'entreprise et on devient propriétaire de Shiftech Tours. D'accord, d'accord. Vous rachetez les parts de Shiftech Tours qui était une entreprise. Ok, je comprends. Voilà. Donc c'était une SARL et on était salarié de l'entreprise. Donc la suite logique, un patron qui s'en va, il propose à ses salariés, on a acheté l'entreprise. Okay, voilà. Énorme. Donc LDR fait Shiftech Paris 2018-2019. Et après, nous, on achète une activité, on veut la développer. Ah ouais, 2018-2019, ça veut dire qu'en fait, c'était tout, je savais même pas ça. Quand on s'est rencontrés, ça faisait un an, quoi. C'était tout récent. Donc moi, j'étais là depuis longtemps, Nico aussi, mais on a changé un petit peu l'organigramme des structures. Et nous, en achetant la société, l'envie comme toi aujourd'hui de développer tes projets. Ouais. Donc, oui, la passion, en fait, elle est plus, comme on disait, parce que c'est plus devenu une passion. Moi, c'est pas. Non, c'est devenu une passion, mais je parle plutôt le côté vital. Tu l'avais limite déjà avec ta société escorte européenne, qui aurait pu te sortir 1 500 € de salaire. Et pour vivre. C'est ce qui m'a permis aussi de me développer rapidement et facilement, c'est que j'avais déjà une activité, ça c'est arrivé en plus. Donc qui te permettait de payer les factures et la maison et à manger pour la famille. Et donc en fait, j'ai envie de te dire, il y a beaucoup de gens qui se demandent la motivation principale, parce qu'on est sur une vidéo où on parle d'investissement, d'entrepreneuriat, etc. Mais toi, aujourd'hui, la motivation, j'imagine que c'est un peu comme la mienne, et on a déjà parlé ensemble. Aujourd'hui, c'est même pas pour l'argent. Non. Tu pérennises à la fois ton avenir, mais en même temps, là, c'est le kiff, quoi. Il y a une chanson de Nino où le gars il dit je travaille pour de l'argent, mais je travaillerai pas pour rien. Tu vois. Ah oui, voilà, d'accord. Tout ce qu'on fait, c'est pas calculé. Aujourd'hui, on bosse pas pour. Moi, je bosse pour le kiff. Tu vois. Il y en a le délire de créer quelque chose et de le développer un peu comme. Voilà. Et si demain tu as 10 structures, une structure, 20 structures, j'en sais rien, et que tu gagnes de l'argent, tu es content. Et ça, c'est ce qui reste. Pour moi, c'est le kiff, c'est d'emmener des gens loin, c'est de pousser des potes. Ce que beaucoup de gens, ils sont pas dans cette situation, et moi-même j'y étais pas il y a quelques années, et c'est pour ça que j'avais pas non plus forcément la compréhension de la chose. Mais il y a des gens qui vont dire, on a des discours de rabat-joie ou de faux cul, de dire qu'on fait pas ça pour l'argent. On le fait d'une certaine manière aussi pour l'argent. Si tu veux, c'est qu'on vise plutôt long terme. C'est comme ça qu'il faudrait peut-être tourner la chose. C'est qu'on vise plutôt long terme. On a le côté passion de développer quelque chose, de s'investir dans quelque chose, d'être à fond. Quelque chose qui est très chronophage. Aujourd'hui, on troque notre temps libre contre le travail et un peu l'argent qu'on va gagner et la pérennisation de notre avenir. C'est surtout ça. C'est qu'aujourd'hui, peut-être que tes 12 centres Shiftech ne te rapportent pas énormément d'argent tous les mois. Par contre, à un moment donné, tu as des murs, tu as des sociétés, tu as créé de la valeur, tu as créé quelque chose qui fait que ta retraite, elle va être assurée par ça, quoi. Non, ça déjà, mais j'ai toujours dit je ne bosserai pas par passion, parce que mon activité de transport, je kiffe pas ce que je fais, mais je le fais, tu vois, parce que c'est un boulot, parce que voilà. Parce que tu l'as pas arrêté, que ça existe. Et aujourd'hui, je me lève le matin, je tape des heures de fou, je fais 120 000 km par an, mais je kiffe ce que je fais, tu vois. Donc même si demain je gagnerais pas d'argent, ça me permettrait de vivre comme monsieur et madame tout le monde, je continuerai à le faire, tu vois. Donc après, tu arrives à en sortir des fonds, tu arrives à les réinvestir ou à les dépenser, hein, chacun fait ce qu'il veut. Moi, celui qui gagne plein d'argent, qui le dépense, je suis tant mieux. Non, mais là, l'avantage, c'est que ce qui est bien, c'est que c'est quelque chose qui nous passionne, et donc ça colle avec la marque, par exemple, d'avoir une McLaren. Oui, exactement. Et là, du coup, quel kiff, quoi. Quel kiff d'avoir une McLaren en dessous de ton bureau, tu vois, ou de pouvoir mettre 25 000 € de préparation dans une Golf. Regarde, j'ai acheté mon petit œuvre d'art de l'année, quoi. Et ça c'est vraiment un vrai. Ça va avoir Orlinski, ouais. Fais voir, mais ça coûte vraiment cher, ces trucs-là? Bon, celui-là, on me l'a offert, et c'est Cédric qui me l'a offert, et là, il m'a acheté le 4 couleurs Orlinski. C'est un vrai truc que Richard Orlinski. Ouais, c'est vrai. Excellent. Et ça coûte vraiment cher aussi. Ouais, je crois que ça doit être de 300 € celui-là. Ah ouais, quand même. Voilà. Le 2 mètres là, le gros Kong là, ça vaut des sous, quoi. Un jour j'en aurai un là. Sinon on te le fait en fibre et voilà. C'est de la fibre, celui-là, je sais pas quoi il est. Mais non, donc voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Puis après, Shiftech Paris,
on a tous les deux avec Elder développé et moi je me suis dit bah justement je vais acheter une voiture et je vais faire de la com quoi, tu vois. Ma cible c'était, si je voyais les vidéos d'Akram et tout, je dis c'est un truc de ouf et pour l'image ça colle parfaitement, tu vois. Donc j'avais commencé d'ailleurs avec Akram. Ouais. Premier influenceur. C'est ça exactement. J'ai eu un peu de sous, j'ai acheté la McLaren, donc on s'est mis cours total, LOA, les premiers dividendes qui sont tombés. Valeur de rachat, tu vois, cours de chez cours. Hein, et on a acheté la voiture et ça, YouTube, c'est un peu parti de là. On a fait la vidéo avec Alpha Delta. C'est ça Alpha Delta qui m'a répondu, si tu veux. Le premier, c'est lui qui gérait à l'époque les plans d'Akram, les vidéos et tout. Et on a fait la vidéo avec Akram qui nous a apporté beaucoup. Hein. Akram, mon compte Instagram, je sais plus, moi j'avais 200 abonnés. Instagram, je connaissais pas rien. J'ai fait la vidéo avec Akram. Le compte, les notifications, il était en PLS. Le compte. Comme toi, quand tu fais une vidéo, tu dis ouais, faites péter le compte, tu vois. Et le téléphone, il était buggé. Et donc ça a commencé comme ça. Et après, on a enchaîné avec plein de gens. Jusqu'à se rencontrer finalement. Ouais. Et on n'avait encore que Shift-Tech Tour et Shift-Tech Paris. Et quand on s'est rencontrés, c'était le Covid. Et j'avais déjà le projet nantais, puisque je suis parti voir Nantes avec ta M5. Ouais, exactement. Et tout a commencé à partir de là. Je me suis dit, ça fonctionne bien. Shift-Tech, ça commence à bien marcher avec l'éthanol. La communication, ça va bien. Il faut se taper, quoi. Voilà. Et donc, en fait, c'est là qu'il y a eu un vrai changement. Il y a eu un avant et un après Shift-Tech, quand même. Oui, c'est ça. Nous, il y a eu plusieurs années où on a commencé. Période 2020 là. Voilà, où on a commencé donc à l'ancien centre avec la M5 justement, c'est la première fois qu'on s'était rencontrés. D'ailleurs, on n'y croyait pas la rencontre. On peut vous en parler aussi. Il y en a beaucoup qui vont dire comment vous êtes rencontrés. Ça a commencé avec Babas qui vendait des injecteurs de 335i. Et donc Medo qui avait besoin de changer les injecteurs sur la 1M, celle qu'on a fait gagner, la première voiture qu'on a fait gagner sur ma chaîne principale. Et donc c'est là que Medo se rend compte que fait c'est Babas le vendeur. Et donc, c'est même pas ça, donc on achète des injos et Cédric il revient, il me dit ouais, j'étais dans une boutique de modélisme, le gars il est youtubeur, il fait des vidéos et tout, et il a une 335i prépa, je dis ouais, ok, je connais pas, salut quoi, tu vois, je sais pas, il me dit oh, ça serait bien de faire une vidéo. Moi je raccroche, je rappelle Julien, il me dit ouais, un jour il faudrait quand même faire une vidéo avec Boiserie, Lucien, un truc comme ça, il dit chez vous. Je dis ah ouais, il est d'où le gars? Il est d'Angers, son pote c'est Babas. Je fais la liaison, je dis Babas, je dis attends, je regarde les injecteurs. J'avais gardé son numéro et il me parlait de sa N54, complètement fou, 500 chevaux, je découpe la M5, je découpe tout. Et je me suis dit, il est fou ce mec, il me raconte que de la merde. Voilà, du grand Babas. Et oui, donc en fait, il avait donné rendez-vous chez JMR en magasin voilà. de modélisme. Ah d'accord, excellent. Et Julien à Nantes, il insiste, il me dit, ah si, il faut faire une vidéo avec eux, ils sont bien, ils sont fous, ils viennent d'acheter une M5. C'est comme ça que j'ai su. Et c'est là que moi, j'ai pas cru parce que c'est Babas en fait qui a géré Shift-Tech. C'est Babas qui avait géré tout le délire, hein. C'est lui qui était en relation. Moi, j'y croyais pas en fait. En fait, c'était un peu le début pour moi de YouTube et en fait, on n'avait pas fait de partenariat à part la grosse connerie que j'avais fait au départ de faire un placement de produit. Et d'ailleurs, j'ai jamais réitéré à cause de ça. Et puis, Babas me dit, écoute, il y a Shift-Tech, j'ai vendu des injecteurs à Shift-Tech et ils sont chauds de faire une cartographie gratuite sur la M5 et plus une ligne. Donc Babas, je lui dis non, je lui dis c'est des mythos, laisse tomber. J'ai dit il allait se faire foutre quoi, c'est pas vrai. J'ai commencé et puis donc Babas demande le modèle de la ligne d'échappement et tout. On voit que c'est une ligne à 5 000 € ou 6 000 € à valve Evox, plus une carto qui était facturée 8 ou 900 € chez Shift-Tech. Donc on avait 6 ou 7 000 € à gratter et nous, on nous demandait rien derrière ou alors une vidéo pendant qu'on pose des trucs. Donc moi, j'y crois pas au début. Je dis, mais non, mais en fait, je dis à Babas, je dis, laisse tomber, c'est des mythos. Donc Medo reçoit la ligne, il envoie la photo à Babas. Et moi, j'y crois toujours pas. Je dis à Babas, je dis, laisse tomber. Tu ne connaissais pas en fait finalement? Non, moi je connaissais pas. Je connaissais pas Shift-Tech. On avait un pote à l'ancienne qui avait fait une carto à Tours sur une M4, mais c'était vieux quoi. Et donc, mais je connaissais pas le centre et la grosseur du truc. J'avais déjà entendu parler un peu comme tout le monde, mais je connaissais pas précisément. Et donc toi t'envoies la photo, moi je dis à Babas, ouais c'est pas vrai, ça doit être pour un autre client, machin. Et toi tu t'énerves un peu limite, tu dis bon bah les gars. Je me dis, ils me prennent pour un fou quoi. Ouais. C'est pas possible quoi. Je dis s'il faut, je vais arranger, j'amène la ligne dans la voiture. Ouais. Quoi. Et du coup Medo il a dit bah au pire venez à Tours, au pire des cas vous perdez un aller-retour quoi. Et puis nous après moi c'est pareil, je me suis dit au pire des cas on va à Shift-Tech Tour. 1 heure, parce que Angers-Tours, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une heure. Tours là, Angers là, il y a 1 heure on est 1 heure de l'un. Et donc je me dis bon au pire on va à Tours.
Si jamais c'est une connerie, on fait demi-tour, voilà, mais il y a une adresse et tout quand même, donc voilà, donc je commence à arrêter d'être parano, et donc on vient, et c'est là que Médo, je lui dis ouais, moi tu sais, je commence à être stressé, je me dis qu'est-ce qu'il faut dire dans la vidéo, qu'est-ce qu'il faut filmer, qu'est-ce qu'il faut pas filmer, comment ils veulent qu'on fasse le truc, machin, et là Médo il me dit écoute, t'es youtubeur, c'est ton taf, fais ton taf, nous on va faire une carto, ça c'est le nôtre quoi, donc, et ça a commencé comme ça, et donc on a eu une ligne à 6000 balles sur la M5. Et une carto. Et puis après, on a fait 1000 voitures. Hein. Vous êtes au courant pour ceux qui suivent la chaîne principale. Voilà, et c'est vrai que j'ai quand même vraiment la sensation qu'il y a eu un gros step de l'époque de l'ancien Shiftech. Il y a eu un gros step. Tu as commencé en te démarquant sur les réseaux avec plusieurs youtubeurs, parce que malgré qu'on ait fait beaucoup de contenu ensemble, tu as continué des partenariats avec d'autres youtubeurs en parallèle de ce qu'on proposait ensemble. Et même des beaucoup plus gros youtubeurs, le Bouzeux, des gars qui ont 2, 3, 4 millions d'abonnés. Et je pense que depuis que tu t'es mis à fond dans le côté réseau et tout, même niveau chiffres et tout, il y a eu un vrai step. Puis même, on voit sur Instagram des stories, à chaque fois que Médo met une story, il y a la création d'un nouveau Shiftech. Là, tout le monde m'a dit Montpellier. C'est venu après, en fait. Mon idée, comme toi aujourd'hui, tu as compris comment ça fonctionne, comment créer une société, comment investir, Donc moi, quand j'ai dit à Nico, on va racheter Shiftech Tour, j'avais il n'y avait qu'un seul truc qui m'obsédait, c'était faire mon bâtiment. Donc on est ici, je pense que tu as suivi le projet de construction. Donc j'ai racheté la boîte. En rachetant la boîte, ça m'a permis de pouvoir faire un montage financier pour pouvoir construire un local pour pouvoir héberger nos sociétés. Donc avec Karim, avec Renaissance, mes bureaux maintenant qui sont ici. Et une fois que j'ai été là, que ça a commencé à bien fonctionner, je me suis dit, faut que je rachète la marque, quoi. Alors, et en fait, il y a une question qui va intéresser beaucoup de gens, j'imagine. Beaucoup de gens, et d'amis notamment, que je croise et qui me disent, mais Médo, il montre un centre tous les mois, façon de parler. Le côté entrepreneur, en fait, les gens, ils se disent, mais tu as une boîte qui tourne. Aujourd'hui, tu as Shiftech Tour qui tourne, qui va rembourser, entre guillemets, le crédit du bâtiment. Des gros bâtiments qui font 2000 m². Ouais, un peu moins de 2000. Un peu moins de 2000 m². On parle plus en centaines de milliers d'euros. Là, on est plus sur des millions d'euros de bâtiments. Beaucoup de gens se posent la question, comment tu arrives à faire la transition à rembourser un crédit pour celui-ci et te lancer sur un autre projet, quoi. Comment les banques te font confiance? En gros, c'est ça la question. La vraie question, c'est comment tu fais pour lancer la construction d'un bâtiment à Nantes et avancer dans tes projets. Ouais. Et avancer dans tes projets et à Bordeaux. Et c'est surtout, je pense, l'aspect banque, finance, quoi. Comment tu fais pour être éligible pour faire un crédit pour un autre projet alors que tu as déjà un crédit à rembourser ici? C'est la vraie question du mec qui achète plein de maisons à louer. Comment tu fais pour… Je suis d'accord. Déjà, à mon sens, il te faut un bon contact. Il te faut les bonnes personnes au bon moment. Merci Bébert. Merci Bertrand, c'est le boss. Voilà, tu vois, c'est avoir les bons contacts au bon moment. Après, il faut bien se vendre, il faut bien monter son dossier, tu vois. Si ton dossier il est bien, si tu arrives avec un truc border et que tu sais pas le défendre, tu iras nulle part. Hein. Aujourd'hui, j'arrive à obtenir des choses que j'aurais peut-être pas obtenues il y a 10 ans parce que je savais pas comment présenter les choses, comment monter les dossiers. Mais à un moment, il faut quand même que tes activités fonctionnent. Shiftech Tour nous a permis, tu vois, tu parles de gagner sa vie. J'ai pas cherché à prendre un seul euro sur cette société. Quand elle a commencé à se développer, on a acheté du matériel pour faire plus, on a acheté une voiture pour communiquer. Cette voiture nous a… 2 ponts, enfin 2 bancs de puissance, pardon. Ça c'était après, mais je parle de l'ancien Shiftech. L'ancien Shiftech, pardon. On avait des bilans qui dégageaient de grosses valeurs ajoutées, et avec ces valeurs ajoutées, si tu te les prenais en dividende, tu perdais tout. Tu perdais la crédibilité d'investir. Et donc on l'a fait une fois, on l'a fait 2 fois, et on l'a fait 3 fois à un moment. Moi, je dis que j'ai souvent de la chance, mais il y a beaucoup de travail aussi. Et donc, ton système, il fonctionne, tes financiers te font confiance, ça fonctionne bien. Un banquier, en fait, quand il voit par exemple une entreprise qui te permet de prendre, admettons, 100 000 euros de dividendes en fin d'année, on voit beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui ou de gens qui ont une boîte et qui vont prendre des gros dividendes et puis qui font leur vie, faire plein de choses. Mais il y a aussi des gens qui arrivent à faire ça à plus petite échelle ou même à la même échelle. Mais ces 100 000 euros de dividendes, le banquier, quand il voit que tu les as pas pris perso, mais que tu les as fait remonter, par exemple, dans une holding pour investir dans un bâtiment, il comprend vite ton fonctionnement. Il comprend vite ton fonctionnement qui est plus dans une optimisation, enfin qui est plus dans une optique de développer ton investissement avec de nouveaux bâtiments, de nouvelles entités, plutôt que d'essayer de te verser un maximum d'argent sur ton compte personnel. Bien sûr. Et ça y joue, quoi.
Ça y joue clairement. Après, t'as... C'est comme le gars qui veut acheter une maison et qui demande un crédit alors qu'il a l'argent de la maison pour l'acheter. Le banquier, il va peut-être se dire, on est quand même sur quelqu'un de sérieux qui pourrait l'acheter sans passer par la case financement. Et après, avec cette pécule, justement, t'en venais à ça. Moi, j'ai acheté très tôt. Hein. J'avais 20 ans, j'ai fait construire. Et bon, j'ai quasiment mis ma maison dans la balance en disant que j'hypothèque la somme de ma maison et tout pour pouvoir me lancer dans mes projets. Mais c'était déjà le profil entrepreneur depuis toujours, tu vois. Donc, je pense que tu cibles les gens. Moi, aujourd'hui, je travaille avec des gens, on se ressemble finalement. Et comme toi d'ailleurs, tu as un profil vraiment investisseur, développé et tout. Quand je t'ai connu, tu n'avais rien de tout ça. Hein, aussi, c'est clair. Et tu avais une M5 et une caméra. Quoi. Donc le développement, il a été énorme. Et je pense que j'avais une maison. C'est vrai. J'étais déjà propriétaire. C'est vrai, tu étais déjà dans la maison quand je t'ai connu. Tu n'avais pas J'ai acheté en 2015-2020. Ouais. Et toutes ces petites choses-là font que les financiers te font confiance, ou alors tu rencontres des gens qui vont te faire confiance et à qui tu fais confiance aussi finalement, parce que c'est dans les deux sens, c'est une relation dans les deux sens. Ouais. C'est vrai que cette démarche-là, elle est très basique, comme les gens qui se disent mais comment être éligible pour acheter une maison. Effectivement, il y a des gens qui arrivent à trouver des solutions qui ne sont pas en CDI et qui arrivent à acheter une maison. Je pense que quand tu as la volonté de faire quelque chose, si tu décides de dire je veux ça, je vais l'avoir. Et moi, par principe, on peut me dire non, je vais essayer, jusqu'à l'avoir. Voilà, comme l'histoire, tu avais eu une dizaine de refus de financement avant de réussir à choper. Voilà, pour ici, typiquement. Donc là, on est quand même sur quelqu'un qui insiste. On s'est vu un peu trop beau quand on a construit. En fait, l'idée, c'est pas ça, c'est on va faire un Shift Tour 9. Ça va être 450 mètres carrés et machin. Et après, c'est un peu plus. Puis un peu plus, ouais, mais attends, une fois qu'on en est là, on peut potentiellement mettre un étage et on va le louer, tu vois. Ouais. Et après, ça part mettre un deuxième banc de puissance, mettre une salle de detailing. Et donc, en fait, tu arrives à 2 millions d'euros au lieu de 450. C'est presque ça. Et donc, en fait, c'est la même chose quand tu es motivé, que tu cherches quelque chose et que tu es prêt à le faire. Je vais vous reparler vite fait de quelque chose qui m'est arrivé, une petite anecdote. C'est vrai que moi, j'ai épuré mes comptes bancaires. Pour être sûr de ne pas avoir de découvert, vu que le banquier en général, enfin à l'époque, moi en 2015 ou 2016, il demandait les 3 derniers bulletins de salaire plus les 3 derniers relevés de compte bancaire. Donc évidemment pas d'achat chelou. Là tu dis le premier trimestre je fais rien, je le fais nickel. Non mais c'est ça, c'est qu'en fait tu essayes aussi de le faire malgré que j'avais quand même une conscience avec les sous, j'ai jamais fait n'importe quoi avec mon argent, mais si tu veux j'ai essayé d'avoir des beaux relevés de compte pendant 3 mois avant de demander, parce que moi j'avais préparé, j'étais en période d'essai en CDI, je me suis dit quand la période d'essai est finie c'est achat maison direct. Et donc pendant cette période d'essai j'ai pu épurer mes comptes pour essayer de jamais à découvert. De ne pas faire des achats. Si tu touches, à l'époque je touchais 1 400 € net de salaire. Je m'étais dit, si tu vois des combinés filetés BC Racing à moins 950 € alors que tu touches 1004, le banquier va se dire attends, il y a des grosses dépenses pour un salaire à 1400, c'est quoi ce bordel? Donc j'ai essayé de tout épurer et en fait la même chose aujourd'hui mais à une échelle un peu différente. Quand j'ai voulu acheter mon château, on a bien fait attention. Par exemple, j'avais des petits crédits qui traînaient à titre personnel. Ouais, de l'époque où j'avais eu besoin de 5 000 € et l'époque de ma Testarossa où j'avais emprunté 15 000 parce que j'avais pas les moyens de payer les pièces et tout. Et j'ai remboursé ces crédits-là pour entre guillemets arriver auprès de la banque et dire voilà, je voudrais acheter un château. Par contre, j'ai plus de crédit à titre personnel. Donc, surtout qui plus aujourd'hui avec leur endettement où ils ont réduit. Aujourd'hui, ils ont tout serré. C'est un peu moins facile qu'il y a quelques années. C'est un petit peu moins facile et en plus de ça, je voulais pas ce genre de petits crédits pour lesquels j'étais en capacité de les rembourser. Qui serait venu un peu polluer mon dossier et qu'aurait un petit peu, tu vois, le banquier qui voit, il dit il y a un petit crédit de 5 000, il y a un autre crédit de 15 000, il se dit tiens, dis donc, il a recours au financement beaucoup, tu vois. De toute façon, le profil entrepreneuriat et investissement, aujourd'hui, c'est une tête bien faite, un beau projet et bien le défendre. Voilà. Si tu crois en ton projet et que tu le défends et que derrière c'est propre, tu as suivi un cheminement classique. Et c'est vrai qu'il y a c'est cette question quand même à chaque fois de se dire comment tu fais. En fait, il n'y a pas une logique qui est écrite en disant tu achètes un appartement, tu le loues, le locataire rembourse le crédit et tu peux avec ça en racheter un autre. Non, il y a des assurances qui rentrent en compte, il y a des sujets fiscaux, il y a de l'impôt, il y a vraiment plein de choses qui rentrent en compte. Donc pour revenir et payer ton loyer plus ne pas toucher ton taux d'endettement pour faire l'achat d'un autre bien, c'est ultra compliqué, mais tout ça en fait c'est plein de détails accumulés, comme dit Médo, plein de détails accumulés pour être crédible auprès des banques, avoir un bon dossier préparé, avoir le bon contact, etc. Qui fait que ça va t'enlever ce frein que tu peux avoir.
Mais c'est à toi de le gérer, ça. Tous ces problèmes-là, ça vient aussi de tous tes amis influenceurs ou youtubeurs. Parce que moi, quand j'ouvre Instagram, de temps en temps, je suis, je ne sais pas pourquoi, je suis un hashtag influent ou immobilier. Et derrière, c'est. Ça vend du rêve. C'est acheter un livre, acheter 3 appartements, devenir rentier, quoi. Ouais. Avant d'être rentier. Non, mais moi, je vois des vidéos comment devenir millionnaire en 1 an. Ah oui, on n'a pas vu la même, nous. On n'a pas pris la bonne vidéo. On n'a pas vu cette vidéo-là. Mais comment. Non, mais comme si c'était en claquant des doigts et que tout le monde allait le faire. J'imagine qu'il y a des gens qui ont réussi à le faire, mais bon, c'est vendre du rêve pour rien. Et les formations et ceci et cela. Alors, il y a tout. Moi, j'ai acheté des formations. Toi aussi? Non, jamais. T'as jamais acheté de formation? J'ai jamais fait. Moi, j'ai jamais acheté une formation. Moi, j'ai acheté des formations. J'ai acheté des. Alors, moi, beaucoup d'autodidactes, mais finalement, la meilleure formation que j'ai pas payée, c'est la tienne, parce que mine de rien, tu m'as beaucoup aidé, Médo, mais c'est vrai. Mais non, mais faut être honnête. Moi, je suis pas habitué, tu sais. Non, mais c'est la vérité, quoi. Moi, tu m'as beaucoup aidé, tu m'as beaucoup appris, tu m'as donné plein de conseils, tu m'as intégré dans des trucs. J'ai trouvé. En fait, moi, j'aime bien le. Je suis trop content. J'aime bien, par exemple, il y en a qui vont confier leur société à un comptable et ils vont dire débrouillez-vous. Non, moi j'aime bien tout connaître sur la comptabilité. La main surtout. Après, on va me dire j'ai eu un contrôle fiscal, donnez ça en gestion à votre cabinet comptable. Non, j'ai été moi-même au contrôle fiscal. J'ai eu un contrôle d'URSSAF, j'ai fait le contrôle d'URSSAF. Je connais par cœur les taux de cotisation sociale, je connais par cœur le montage de ci, de ça. Oui, mais parce alors moi je pense qu'on a eu la même chose, on a développé une sorte de petite passion quand même. Ouais, moi je suis un peu passionné par la fiscalité et tout, c'est pour ça que les taux je les connais également. Comment faire. En fait, quand tu penses à une société, c'est limite quand tu construis ta propre maison et qu'il faut savoir où tu mets la télé pour passer les fils dans le mur, quoi. C'est un peu pareil. Mais ça, c'est mon obsession aussi, tu vois. Quand j'ai fait construire là, je peux te dire aujourd'hui à quel mètre on a reculé de la route, machin. J'aime bien. Mais comment mais t'as dû te manger le cerveau pour passer les prises, les trucs et tout. Non, moi j'aime bien. Moi, quand j'ai construit une extension de ma chambre, je me disais, mais où est-ce que je vais devoir mettre mon lit pour placer la fenêtre, pour mettre les câbles HDMI dans le mur et tout. Et donc en fait là, je donne cet exemple parce que c'est la vérité. Tu es là en train de te dire, j'étais comme ça, en train de me tenir à une branche dans le milieu de l'arbre, en train de me dire, la mezzanine, je la mets là, mais par contre, il faut déjà que je pense où je passe les fils pour casser les murs et passer des goulottes et tout. C'est encore une fois, c'est une façon de se projeter rapidement dans quelque chose qui n'existe pas. Ouais, et c'est ça qui est dur, et c'est ça la difficulté. Et donc là, je prends cet exemple-là qui est physique avec une maison, mais qui est la même chose pour une société. Quand tu te lances dans un projet, tout de suite, tu vas raisonner quand tu es un peu passionné pour te dire, alors attends, est-ce qu'on le met sous la holding qui détient toutes mes autres sociétés? Est-ce qu'on doit monter une SCI parce qu'il y a un bâtiment? Est-ce qu'il n'y a pas de bâtiment? Est-ce que je dois monter une SAR et une SAS? Même dans ce cas de figure-là, moi j'ai eu un développement finalement après, donc tout ça rapide, au moment où on a commencé à se parler de Chief Tech Nantes ensemble et tout, et que j'ai été voir le centre, donc j'ai enchaîné... je sais pas, 700-800 là, 700, je sais pas comme ça, je sais plus. Mais et le montage que je me suis dit parfait en 2020 pour racheter la marque, 3 mois plus tard, il était quasi obsolète. Ouais. Et donc j'ai été obligé, j'ai créé des sociétés avec un nom, ça colle plus, c'est plus bon. Finalement, ce montage-là n'est plus bon et il faut se remettre en question tout le temps. Tu vois, il faut tout le temps changer. Quelqu'un qui reste sur ce qu'il a fait au départ et qui change pas, ça va. Mais moi, j'ai cherché à te développer de plus en plus. Et je vais encore chercher à faire d'autres choses. Voilà. Même comparativement avec ce que je fais moi, sur YouTube, il y a énormément de gens qui se posent des questions et qui me voient en lambeau et qui se disent YouTube ça paye. Mais finalement, je suis plus entrepreneur que youtubeur, vu que je tire plus de revenus d'autres choses que de YouTube. Mais en fait, c'est la même différence entre quelqu'un qui a une entreprise qui va bien tourner, il va prendre son salaire tous les mois. Étant youtubeur, je me suis toujours posé une question. Est-ce qu'avec tes revenus YouTube, tu aurais été juste youtubeur, comme beaucoup de youtubeurs finalement? Est-ce qu'avec tes revenus YouTube, tu aurais pu dire je fais un patrimoine et ça me permet de vivre sereinement jusqu'à la fin, ou ça aurait pas été possible finalement? Alors, ça aurait été possible dans la mesure du raisonnable. Moi, pour rien cacher, ma chaîne YouTube, elle génère 30 000 euros par mois, entre 30 et 35 000 euros par mois. Net d'impôts? Alors non. Pas d'aide d'impôt, pas à la source. C'est ce que YouTube me met. Et donc c'est ce que YouTube me verse. Okay. Évidemment là-dessus on repaye des impôts. Évidemment là-dessus on a les salaires des cadreurs. Parce que ça c'est souvent quand je vois les commentaires de certaines chaînes où on gagne beaucoup d'argent mais on n'en gagne pas. Il y a beaucoup de gens qui mélangent chiffre d'affaires et vrai argent sur ton compte perso. Et bénéfices quoi. Et puis argent dans ta poche. Parce que tu vois, les gens ils voient des gens avec des Rolex et ils se disent l'autre il gagne 30 000 euros par mois avec YouTube. Mais moi j'ai toujours été transparent sur les chiffres, mais c'est bien de faire le point intéressant, c'est que là-dessus, il y a à retenir l'impôt, à retenir les salaires des cadreurs, monteurs, l'achat des caméras,
enfin, il y a une partie. Ton fonctionnement, tes frais de Mon fonctionnement, le bien sûr. bâtiment, le loyer, l'électricité, Ils sont payés une etc. blinde pour être assis par terre. Et voilà, les gars, attention, là, les gars, ils sont posés par terre, ils sont en cinéma, il manque plus que les popcorn. Et donc, en fait, derrière ça, l'argent que je vais récupérer à titre personnel, dessus, je paye de l'impôt sur le revenu. Donc, on est très très loin des 30 000 euros. Mais parce que je l'ai voulu comme ça. Parce qu'aujourd'hui, je suis dans cette démarche entrepreneuriale où aux 30 000 euros viennent s'ajouter de la monétisation de Facebook, viennent s'ajouter ma marque de vêtements, viennent s'ajouter, la valeur ajoutée que tu as pu viennent créer s'ajouter après. plein d'autres choses. Et puis après, des nouvelles sociétés comme j'ai fait, Essential Airsoft, d'autres boîtes, etc. Et il y a des youtubeurs donc, qui prennent simplement la monétisation YouTube. J'en connais un beaucoup plus gros que moi. Qui donc vont prendre, si on prend l'exemple de ma rémunération YouTube des 30 000 euros par mois, ils vont payer donc l'impôt sur ce chiffre d'affaires. Et derrière, ils vont se dégager, par exemple, s'ils sont chez eux, ils vont pas avoir forcément de local à payer ou de Quelqu'un qui a beaucoup crédit. moins de charges. Ouais. Mais il y a des youtubeurs qui sont très gros en vue, qui font le montage eux-mêmes, qui tournent avec une caméra. Et des fois, ils ont juste une personne, un cadreur-monteur, et c'est tout. Et du coup, ils vont payer ce salaire de cadreur-monteur. Et puis à la fin, ils vont se donner une très belle rémunération, par exemple 5 10 000 euros par mois. Et donc, bah, c'est cool, tu vas me dire, gagner 5 10 000 euros par mois, c'est énorme. Mais en fait, ce que je vois, la seule différence, parce que moi, je me paye 10 000 euros par mois. Donc, comme j'ai déjà dit sur ma chaîne principale, hein, moi, c'est mon salaire. Il a toujours été à 7 000. Après, là, il a augmenté récemment parce que c'était plus intéressant pour nous. Enfin bon, peu importe. Et moi, je me paye cette somme-là. Mais quelle est la différence entre moi qui me paye 10 000 euros par mois et un YouTuber qui va se payer 10 000 euros par mois qu'avec sa chaîne YouTube? La seule différence, c'est comme une carrière de joueur de foot. C'est que moi, aujourd'hui, en parallèle, je développe beaucoup de choses. YouTube, ça peut s'arrêter et tu continues. Si demain YouTube, ça s'arrête, bah, tu n'as plus tes 10 000 euros par mois en espérant que sur les 10 000, tu as vécu avec 1 200 ou 2 000 et que tu as mis 8 4 de côté. Parce que moi, tout le monde enfin non, j'allais dire tout le monde a crié au secours quand j'ai dit combien je gagne, mais pas tellement finalement. Mais moi, je mets à peu près, sur les 10 000 euros que je gagne par mois, je dois mettre entre 8 500 et 9 000 euros d'argent tous les mois de côté. Oui, parce que finalement, tu vis pour tout ce que tu filmes et tout, et tu n'as pas le temps de. Bah voilà, moi je m'habille avec ma marque de vêtements. Les seuls luxes que je me suis fait, c'est de m'acheter une belle montre, d'en payer une à ma mère. Voilà, après, il y a énormément de choses qui sont intégrées à un montage fiscal. Donc c'est pour ça que c'est différent. Je paye pas un loyer comme si je louais un château ou tu vois, des choses comme ça. Donc tout est optimisé entre guillemets. La seule différence, c'est que moi je pérennise en développant des sociétés. Et ça revient à ton discours. YouTube, ça reste éphémère, ça peut monter très vite, ça peut descendre très vite. C'est éphémère plus ou moins. Il y a aujourd'hui des youtubeurs qui ont des grosses carrières de plusieurs dizaines d'années. Mais ça peut. En fait, c'est toujours la même chose, quoi. C'est diversifié. C'est basé sur ton envie. Voilà, mais je comprends le youtubeur qui a envie de rester que sur YouTube. Oui, exactement. Je le comprends, ce gars-là. Totalement. Nous, on est dans cette optique d'échanger notre temps contre de l'argent et contre du développement et de la pérennisation, etc. Mais on peut comprendre le gars. Moi, mon père, par exemple, n'était pas du tout ambitieux. Ça, c'est une histoire aussi. Je pense que personne n'est fait pareil. Quoi. Voilà, moi, mon père, il avait une prime. Il partait au Maroc avec ma mère. Il revenait, il était à découvert à la mort et il avait plus de thunes. Mais il avait kiffé. Et voilà. Et il avait kiffé. Mais nous, on n'est pas dans ce principe-là. Mais ce qu'il faut bien intégrer derrière tout ça, c'est qu'il y a des sommes d'argent, mais on gagne de l'argent. Mais en tout cas, pour ma part et pour la tienne, je pense que c'est la même chose. L'argent qu'on pourrait prendre en fin d'année, qui seraient des montants assez conséquents, bah, on préfère les réinvestir dans un nouveau shift tech. Et développer des projets. Dans un nouveau shift tech. Cet argent, elle permet, parce qu'à un moment donné, moi, comment je vois la chose pour développer des nouveaux bâtiments, etc. Parce que les gens se posent cette question-là, mais moi-même, je me la pose par rapport à Medo. C'est-à-dire que moi aussi, j'ai envie de savoir comment tu fais pour créer un shift tech et créer un shift tech et créer un shift tech. Parce que dedans, il y a des bâtiments que tu fais construire, il y a des bâtiments que tu reprends. Après c'est simple, hein, je te le dis. Hein, t'en fais un qui fonctionne bien, t'en fais un deuxième, tes banquiers te font confiance. Moi, j'ai fait 2 montages différents. Hein, j'ai la marque, j'ai les centres, j'ai fait 3 montages même. Certains bâtiments qui sont en propriété, comme celui-ci. Donc, à un moment, tu arrives à la limite. Tu vois, ton banquier il te dit attention, monsieur Isker, on est un peu. Voilà, limite, parce que tu achètes, en fait, pour être très précis, quand tu achètes donc ton bâtiment, tu vas avoir un crédit qu'il va falloir rembourser tous les mois. Ta société, elle va avoir au même titre qu'une personne, pas morale, mais au même titre qu'elle va avoir son loyer remboursé avec un taux d'endettement. Exactement. Qui n'est pas différent d'une personne classique, je sais pas. Tu parles de quoi, la société ? Ouais. Non. C'est toujours autour de 30-35%. Là, il augmente. Moi, je me fais. C'est moi qui vais rédiger le bail pour ma société ou alors
ou pour comme Nantes par exemple. Hein. Oui, mais le banquier, lui, il va raisonner en se disant, bon, la société, elle génère tant d'argent. Une fois qu'elle est au point mort, entre guillemets, elle va pouvoir se permettre de rembourser un crédit pour un bâtiment, mais elle ne va pas pouvoir rembourser un crédit pour 15 bâtiments. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, tu vas taper dans ton taux d'endettement. Personnellement, ouais. Et c'est là que, par exemple, pour un prochain bâtiment, peut-être que les dividendes que tu ne vas pas prendre pour aller à Las Vegas, il va falloir les poser. Oui, les cotes-parts, exactement. C'est ça. Donc, en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que pour moi, la formule miracle d'acheter un bâtiment, mettre des locataires, les locataires payent le crédit, et avec l'argent que tu fais des locataires en plus du crédit, tu rachètes un deuxième et un troisième. Et en fait, dès que tu as signé, c'est le temps d'aller chez le notaire et tu fais en un an 40 bâtiments, tu es propriétaire de 40 bâtiments. Ça, c'est faux. Après, non, il faut à un moment donné, il faut aussi reposer de l'oseille. Soit la liquidité, soit les capitaux, soit les garanties. C'est ça. Tu vois, si tu n'as aucun de ces trois-là, tu ne vas pas pouvoir indéfiniment t'endetter ou faire des projets. Moi, ma façon de faire, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, j'ai déjà plusieurs bâtiments. Moi, j'ai ma société principale qui achète un bâtiment. Elle rembourse le crédit banque de ce bâtiment. Et puis derrière, quand je vais acheter un deuxième bâtiment, si mon taux d'endettement il est de 30% et que je suis déjà à 28% en remboursant le premier bien immobilier, la banque elle va me dire là, si tu veux racheter un deuxième bâtiment pour faire du locatif ou pour une deuxième activité, il va falloir que tu mettes un apport. Après, qui va venir. Pas spécialement, tu vois, parce que sinon, moi, le taux d'endettement, je suis à 8000, quoi. Bah oui, c'est ça. Moi, je suis à 8000%, quoi. Non, non, parce qu'aujourd'hui, on passe par des entités. C'est des SCI qui voilà, achètent. Chaque société porte le risque, chaque centre porte ses risques. Finalement, on va traiter chaque structure de manière indépendante. Voilà. Et à un moment, tu vas atteindre le seuil max l'encours bancaire par banque, et puis après, ton partenaire, il te pousse à aller voir un autre partenaire bancaire, donc voilà. et ainsi de suite. Tu viens de répondre exactement à la même chose, sauf que toi, tu es à un niveau différent parce que tu as développé plus de bâtiments qui coûtent cher. C'est-à-dire que pour avoir plusieurs bâtiments, il n'y a pas de recette magique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des bâtiments que tu as fait full financer, et il y a des bâtiments sur lesquels tu as mis un apport. Tout à fait. Il y a des bâtiments sur lesquels peut-être qu'après tu ne mets pas un apport, mais tu mets des garanties, c'est-à-dire que si ça ne marche pas, ils viennent te mettre à la rue et ils prennent ta maison. Et puis à un moment donné, la banque elle va te dire attendez, on vous a prêté de l'argent pour 3 bâtiments. Le premier, on vous l'a full financé. Le deuxième, tu as mis un apport. Le troisième, tu as hypothéqué ta maison personnelle. Maintenant, il faut que tu ailles voir peut-être une autre banque qui va vouloir prêter en ayant conscience de ça. Il faut voir sur le papier. La banque, elle ne va pas prêter à Médéric. S'il y a 10 bâtiments à 1 million, elle ne va pas prêter à Médéric 10 millions. En fait, elle va prêter à une SCI qui détient un shift, un Shiftech va rembourser une SCI. Donc en fait, la banque est prête à une SCI. Ouais, alors, qui est détenue peut-être par toi. Au départ, j'avais fait une SCI par bâtiment. Maintenant, je suis passé sur une société de gestion de biens qui te donne d'autres possibilités et qui d'ailleurs fait que ton partenaire financier est un peu plus enclin à te prêter de l'argent que sur une SCI, quoi. Ah d'accord, mais je ne sais même pas ce que c'est. Voilà, c'est comme une SCI. Je t'enverrai ma formation. C'est 2 900 €. Tu appelles ce soir. Non mais c'est quoi? C'est une autre forme de... Non, c'est une société. Mais qui n'est pas SCI. Voilà, tu n'as pas une société civile. Et pourquoi le rapport, pourquoi ça donne des avantages avec la banque? La société civile, tu es responsable des risques à hauteur du bien complet. Donc tu investis 250 000 €, tu es responsable à 250 000 €. Une société, tu es responsable à hauteur de ton capital. Donc forcément… Attends, j'ai pas compris là. Une société civile immobilière, donc une SCI, si tu investis 250 000 €, tu es personnellement responsable de ces 250 000 €. Sur une société classique, une SRL, une SAS ou quoi, sauf si tu fais des erreurs de gestion, tu es responsable à hauteur du capital de l'entreprise. Ah oui, d'accord, ok, j'avais pas vu ça comme ça. Oui, voilà. Ah oui, donc là, c'est comme une société qui n'est pas immobilière, mais qui détient de l'immobilier. Exactement. Ah d'accord, mais je savais même pas que ça existait. Si, tu peux faire plein de choses, hein. C'est comme les financements, hein. J'ai appris plein de trucs avec les financements, tu as le crédit classique, puis après tu vas avoir des crédits. Les LDD, les LOA. Voilà, et comme un crédit bail mobilier pour acheter une voiture, une LOA, tu peux acheter des bâtiments LOA, et il y a plein de montages maintenant c'est un truc qui te permettent de faire pas mal de choses. Et tu as des taux qui ont été très très bas à un moment, qui permettaient d'avoir des endettements un peu plus élevés. Donc voilà, il faut se battre. Je pense que celui qui veut faire un projet, il faut qu'il se batte, qu'il défende son projet, et s'il défend bien son projet. Donc en fait, la question que je me pose, c'est surtout pour vous donner le conseil, parce que moi je me posais la question par rapport à Médo, mais il y a des gens qui se la posaient par rapport à moi. Et c'est vrai que comment moi j'ai fait,
Il y a un moment donné, je pense qu'il faut, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de mytho. Il faut au moins une boîte qui tourne. Ah, ça c'est sûr. Avant de pouvoir lancer des projets comme ça. L'idée de je regarde. Il n'y a pas de rêve. Celui qui te dit je gagne 1180 €, je veux acheter un bâtiment et créer une société. Bah si, il va acheter un bâtiment à 24 000. Il va acheter un box qui va louer et qui va faire fructifier et ainsi de suite. Voilà. Le gars qui veut monter un Shiftech avec 15 salariés et emprunter 1 million d'euros à une banque, s'il est au SMIC et qu'il n'a pas d'argent de côté, c'est mort. C'est impossible. Par contre, comme tu dis, il faut y aller crescendo. Il peut commencer par faire un petit crédit de 10-15 000 €, acheter une place de parking, acheter un box. Alors là, c'est des exemples que beaucoup de mecs de branlette, formation. J'ai pris ça, c'est que non, mais oui, parce qu'on entend que ça. Par ces gars-là. On est formaté par ces mecs-là, mais en vrai, le mec, il va commencer par acheter peut-être une petite maison ou monter sa société avec pas grand-chose pour créer purement de la valeur en partant de zéro. Et puis, une fois que la société commence à générer un peu d'argent, elle pourra les dépenser dans un loyer sur un bâtiment en location. Et puis, si elle continue à gagner de l'argent, cette entreprise, elle pourra peut-être acheter son propre bâtiment et se développer. Quand j'étais vraiment court pour pouvoir faire se construire ici, ça a été mon premier projet après le rachat de Shiftech du centre. J'étais tellement en galère et je trouvais tellement pas de solution, j'ai presque failli faire avec des business angels, quoi. Tu vois, des gars qui investissent à X%, ils te prêtent de l'argent ou alors ils prennent des parts sociales de temps. Et j'ai été faire plein de réunions business angels. Et bon, finalement, j'ai trouvé une solution tout seul, quoi. J'ai réussi à me financer tout seul en vendant des actifs. Et voilà, mais il y a plein. Je pense que du moment que tu as la volonté et que. Oui, voilà, mais c'est qu'en fait, on entend beaucoup. Il y a aussi peu de gens qui passent à l'acte, qui n'agissent pas. C'est sortir de sa zone de confort. Sortir de sa zone de confort, parce que quand tu as rêvé d'une Porsche pendant 1000 ans, que tu te l'as enfin payé, et que ça se trouve, tu as mis 10 ans à rembourser le crédit, et que là pour monter ton entreprise, il faut la vendre, ça fait chier. Et il y a des gens qui préfèrent faire plus petit et moins se développer et garder la Porsche. C'est un exemple con, mais quand tu dis vendre des actifs, j'imagine que tu es passé par là. Peut-être par vendre des biens immobiliers ou vendre des voitures ou des choses comme ça. Exactement. Voilà. Donc c'est compliqué, c'est comme ça. Et si tu le fais pas, tu as des gars après, ils vont faire de la grosse valeur ajoutée d'un coup d'un seul et ils vont réussir à créer leur business sans rien vendre et ils sont sur quelque chose, ils ont ciblé un truc. Ça fonctionne bien. Je pense que tous les profils sont différents du moment que tu souhaites entreprendre. Oui, ça fait comme moi quand les gens ils disent comment ça se fait que tu viens d'acheter un château et que tu t'achètes une Aventador. Bon, toi, c'est un peu bizarre quand même, Aventador. Écoute, l'argent des abonnés. Je concours, on a dit. Ah oui, je concours. Il y en a un qui m'a dit, la dernière fois, il m'a dit putain, là on a fait un calcul, t'as pris 17 millions. Je dis putain, vas-y, on va bien. 17 millions. Je dis là, franchement, là en faisant ça, je peux vendre des formations. Si un jour, mec, on arrive à 17 millions de patrimoine, on sera bien. On sera bien. Non, mais en fait, en tout cas, sur la chaîne, en tout cas celle-ci, les amis, sachez qu'il n'y a pas de, comme ma chaîne principale, à un moment donné, moi je suis bon particulièrement dans rien. J'ai pas de talent particulier comme quelqu'un qui est champion du monde de motocross ou un talent d'humoriste particulier. Je pense que si ma chaîne principale elle a marché et qu'aujourd'hui elle a quand même 1 300 000 presque, c'est parce que la démarche depuis le départ elle a été plutôt sincère. Et parce que on est transparent et que j'ai pas de honte ou de gêne à parler de salaire, à parler de rémunération, à parler d'entreprise. Et c'est ça qui fait aussi le plaisir des vues et des commentaires de cette chaîne. Et c'est pour ça que Medo c'est pareil, c'est-à-dire qu'il y a rien qui tombe du ciel, il n'y a rien qui est inventé et on va pas vous vendre une formation en vous disant dans 1 an vous serez millionnaire si vous nous écoutez. Parce que ça n'a pas été le cas. Ça c'est sûr que non. Parce que ça n'a pas été le cas. Gagner à l'euro-million quoi. Oui, à l'euro-million. Ouais. Mais c'est pas le cas et puis parce que nous c'est un récit réel de ce qu'on fait et malgré qu'il faut reconnaître une chose, c'est que mon expansion à moi elle a été assez rapide quand même. Oui, c'est certain. Le développement était assez rapide et je le dois en partie au départ à YouTube évidemment parce que moi j'aurais pas en fait monter des entreprises, acheter des maisons, acheter des bâtiments. Aujourd'hui je le fais. Mais au départ, les 5000 balles que j'ai commencé à gagner par mois, c'était YouTube, quoi. Je veux dire, j'ai commencé à bien gagner ma vie à titre personnel grâce à YouTube. Et c'est de là que j'ai réinvesti, j'ai envie de dire, pratiquement 100%, voire 110%. À la rigueur, je pense que peu importe d'où viennent les revenus au départ. Je pense qu'on a tout, mais ça reste du travail. Ceux qui se développent, ils ont tous une courbe comme ça, et peut-être à un moment t'es moins bien, ça sera comme ça. Voilà, bien sûr. Mais c'est le travail. Ouais, c'est le travail. Ah bah non, mais de toute façon, moi je dis pas que c'est pas du travail. Je dis pas que YouTube c'est pas du travail, je pense que les gens ils le connaissent. Je pense que tu te lèves tôt le matin ou tu te lèves peut-être plus tard et tu te couches très tard, tu fais beaucoup d'heures. C'est ça. L'idée du 35 heures. Non, puis quand je gagnais 5000 balles sur YouTube,
c'était beaucoup de travail. Ah ouais, Parce que tenir une chaîne YouTube, faire accroître le nombre de vues et d'abonnés, etc., et plaire à la communauté, faire du contenu qui change. Tu sais, quand on a fait le projet Nantais ensemble, donc quand j'ai dit, je ne sais plus comment ça s'est fait, mais on va faire un shift tech ensemble. On était dans ma salle de sport au-dessus de ma maison. Est-ce que ça, ouais, c'est vrai, au bout là-bas, je m'en souviens, c'est vrai. Je revenais de Nantes d'ailleurs. Je revenais de Nantes. Et on va pas dire qu'il a pris 300 avec la M5, mais c'est l'autobahn. Oui, voilà. Bah oui, fallait prendre l'Allemagne. J'ai vu donc des banquiers pour faire ce projet parce qu'on a dû acheter le bâtiment, faire plein de travaux, créer les structures et tout, donc c'est beaucoup d'argent. Et quand j'ai dit mon associé, donc Monsieur X ou machin, il est youtubeur. Mais qu'est-ce que c'est que ça, youtubeur? Non, mais le métier, sinon, c'est quoi le métier? Je crois qu'ils ont dû te demander 1000 papiers à toi, alors que moi, ils m'avaient rien demandé. Moi, j'étais à l'hôpital, prise de sang, pipi, courir sur un vélo. Ouais, bah ça, moi aussi. Maintenant, alors maintenant, oui. Je le fais tous les 6 mois. Maintenant, ils le demandent un peu à tout le monde. Mais c'est vrai que moi, YouTube, ils ont été un petit peu demandeurs. Pour revenir à ce qu'on disait, la grosse question, c'était d'être crédible auprès d'une banque. Mais c'est que partir de rien, ça n'existe pas, les formations où tu deviens millionnaire en claquant des doigts. Peut-être, il y a peut-être des mecs qui l'ont fait et qui ont suivi ce cursus-là et ça a fonctionné. Moi, en tout cas, tu me poses la question, c'est pas le mien. Moi, j'ai fait le truc classique. Non, mais c'est l'idée. C'est de parler de quelqu'un de choses réelles, quoi, comme tu dis. Tu vois, il y a plein de gens. Moi, j'ai pas fait ça, quoi. Mes parents, ils étaient entrepreneurs. Je crois que c'est la suite logique, finalement. Voilà, je me suis mis à mon compte 2006, j'ai développé. Et aujourd'hui, en tout cas, je sais que si demain j'ai plus Shift Tech, j'ai plus ma boîte de transport, je pense que je ferai, quoi qu'il arrive, quelque chose pour remonter une structure. Ouais. Oui, je pense que si on partait à zéro, c'est limite si on n'aurait pas encore plus la dalle, quoi. Ouais, voilà, exactement. Et je pense que dans tout ce que tu fais, moi maintenant, à chaque fois, tu me parles on ouvre un Shift Tech chaque mois. À chaque fois que j'en ouvre un, je veux que ça aille plus vite, je veux que ça ouvre encore mieux. Tu peaufines les petits détails. Tu peaufines les petits détails, les petites erreurs que tu fais auparavant pour être au millimètre sur les prochains trucs. Et tu me parles de prochains projets. Et finalement, les financements aussi, on les a fait au fur et à mesure du temps et on a fait des enveloppes globales. Maintenant, quand je vais voir un banquier, je ne lui dis pas spécialement « Attends, je veux ouvrir une agence, je veux faire ci, je veux faire ça. » Je dis « Je veux faire 3 agences et qu'est-ce qu'on fait ?» quoi, tu vois. Et je pense qu'aujourd'hui, on se pose la question de dire « Mais comment tu peux acheter un bâtiment, t'endetter et puis en acheter un deuxième et à nouveau t'endetter, etc. » Mais comme on dit, un Shift Tech, aujourd'hui, la solution Shift Tech, en fait, elle tourne. C'est pour ça que tu lances un Shift Tech, ça y est, il commence tout de suite à gagner de l'argent et à rembourser le crédit. Bien sûr. Et c'est ça aussi qui permet de pouvoir relancer un deuxième Shift Tech, parce que mine de rien, la banque, elle est remboursée. La solution, elle fonctionne. À un moment aussi, on me demande de plus en plus d'être, je ne sais pas si toi c'est comme ça, mais maintenant mon banquier il m'appelle tous les 3 mois, on fait un point, on en est d'où, chiffre d'affaires, et de toute façon il voit les flux. Forcément les flux, tu es noté, tu as une notation bancaire, maintenant ils sont passés de 0 à 7, je crois qu'ils ont changé, plus une lettre, tu as une lettre plus, avant c'était A, B, C et tout ça, maintenant tu as 7 grades de notes, et dans la note tu as plus, tu as moins, plus… oui, en gros, c'est ce que les gens savent pas, mais tu as une évaluation bancaire. Exactement. Au-dessus de ton nom et de ton groupe de société, tu es quelqu'un de rentable ou pas, ou moins. Et si tu fais bien les choses, que tu n'as pas d'incident bancaire, que tu as des bons ratios par rapport à tes bilans et tout, tu es noté. Et ce qui fait que tu me demandes comment faire. Tu as des gars, je ne vais pas parler de mon cas où voilà, j'ai plein de potes autour, tu es bien évalué, tu appelles pour 200-300 000 euros d'investissement. Eh ben, c'est très rapide. Alors que si tu es mal noté, tu dois passer en commission. Moi, je l'ai vu à un titre perso sur un autre projet là, que je suis en train de monter. Donc avec un bâtiment. Tu fais des projets pires que moi, quoi. Non, un bâtiment à 300 000 euros. Bâtiment. Un bâtiment à 300 000 euros. Il se fout de ma gueule. À un certain moment donné, quand tu as lancé plein de choses, qu'elles fonctionnent, qu'elles s'autofinancent, qu'elles remboursent les crédits, qu'elles sont à profit, quoi. Je veux dire, que la boîte elle a un bilan qui est bon. Je pense que c'est plus du tout un problème et je pense que ça devient même un avantage niveau bancaire parce que quand tu demandes quelque chose, c'est plutôt le banquier qui vient vers toi et qui s'adapte à ton planning. Cette relation elle a changé parce qu'à chaque fois, avant j'appelais mon banquier, allô bonjour ça va, je peux avoir un rendez-vous dans 3 semaines. Allô bonjour, je voudrais un rendez-vous aujourd'hui. Donc déjà j'arrive. voilà. Mon banquier il vient me voir et tout, ça a un peu changé. Effectivement, ils ont aussi
ils gèrent des clients ils ont des portefeuilles moins grands, Ouais. donc ils ont plus de proximité, de rapidité, et ils ont la facilité de choisir leur dossier rapidement. Leur priorité aussi. Voilà, exactement. Oui, c'est vrai. Bah, moi, j'ai connu vraiment l'envers du décor avec le banquier qui ne te répond pas parce que tu es à découvert et quand tu lui dis de rembourser les 44 € d'agio, il te raccroche au nez, quoi. On l'a tous connu celle-là. Donc on a connu ça et donc là, c'est sûr que de voir le banquier qui vient en rendez-vous dans ton bureau, c'est quand même différent. Mais tout ça, ça ne vient pas tout seul, quoi. Donc c'est beaucoup de travail. Et puis mine de rien, il faut être rentable pour le banquier, mais il faut aussi que d'un autre côté, lui aussi te présente un dossier où aujourd'hui tu as un petit peu la main dessus en disant bah, j'ai la possibilité soit d'autofinancer, soit de faire mettre en concurrence les banques. Effectivement, quand le rapport de force s'inverse, moi plusieurs fois j'ai pas eu le choix en fait. Tu vois. Ouais, voilà. Moi, la veille de Noël, je ne sais plus de quelle année, je devais faire un investissement, on m'appelle, on me dit ah non monsieur Isker c'est pas possible, alors que c'était possible une semaine avant. Et bon bah tout est compliqué et quand t'as pas le choix, t'as pas le choix. Les banques aujourd'hui te répondent oui monsieur on va vous accompagner, mais c'est 3,90 le taux alors que le taux moyen c'est 1%. En fait c'est un non sans te le dire quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et parfois tu peux t'acceptes finalement ces conditions de merde parce que t'as pas le choix. Mais après quand le rapport de force s'inverse, eh ben, si tu as une bonne relation avec ta banque, tout est bien, mais effectivement, après, il faut aussi les mettre en concurrence ou parfois montrer les crocs, quoi, parce que c'est plus, voilà, une fois toi tu es là, puis après tu rééquilibres la balance, quoi, mais bon, après tu rencontres des banquiers qui ont encore un peu plus de pouvoir, puis plus de pouvoir, donc… c'est ça qui fait que ça t'ouvre des nouvelles portes. Exactement. Donc en fait, il n'y a pas de secret, quoi. Il n'y a rien qui vient tout de suite. Ah non, ça c'est certain. Parce que c'est vrai que ces relations-là qu'il y a avec les banques… Peut-être que je vais suivre l'actualité de ta chaîne et peut-être qu'on va rencontrer quelqu'un qui a une ascension fulgurante et qui a encore d'autres trucs, mais je pense qu'il n'y a pas de réelle combine, quoi. Il n'y a pas de réelle combine et je pense que rien ne va plus vite que le temps. Et comme tu dis, un exemple qui est ultra concret, c'est avoir les bonnes relations avec le banquier, lui prouver aussi, parce que ce banquier-là, il va aussi dans sa carrière à lui s'investir avec toi quand il te prête 1 million d'euros pour un bâtiment. Et si toi, en ayant des bons résultats, tu lui prouves que tu es intéressant pour lui, il va se battre pour ton dossier et le faire passer pour un projet qui est beaucoup plus gros. Bien sûr. Et donc tout ça, ça prend du temps. Et on en revient toujours à la même chose. Il faut à un moment donné que les projets-là, la partie administrative. Je ferai une vidéo d'ailleurs moi aussi, comment ouvrir un Shiftech, tu vois, épisode 1, épisode 2, 3. Et moi, la partie administrative, pré-projet et ainsi de suite, c'est 60% de mon taf maintenant en fait. Ouais. Ah, c'est beaucoup, oui, je sais pas, c'est 3-4 mois parfois entre le prévisionnel, tu penses au projet, tu fais des statuts, un prévisionnel, tu commences à démarcher les banques et finalement, tu as beau avoir plein de contacts, tu vas peut-être en démarcher d'autres parce que tu vas ouvrir une nouvelle relation. Et une fois que ça c'est validé, tu passes sur la créa de ta structure. Donc même si on est bien rodé et que j'ai une bonne équipe, parce que sans mon équipe, je ne suis pas grand-chose finalement. Moi, pareil. Donc c'est du temps. C'est du temps et si tu veux mener plusieurs projets de front, c'est encore plus de temps et d'implication personnelle. Donc pas facile. Je pense que pour résumer, surtout sur ce côté-là, c'est vraiment… en fait, si tu veux, quand tu travailles beaucoup et que tu génères de l'argent, tu as un certain confort de vie qui arrive, mais qui pourrait être bien plus gros si on n'essayait pas de développer tout ça. Ah oui, parce que moi confort de vie, ça dépend si… Non, mais pour moi, confort de vie, c'est ton frigo, il tombe en panne, tu peux tout de suite aller en acheter un neuf. Ouais. Tu as un toit qui fuit pas au-dessus de la tête. Moi, parfois, tu arrives à payer le chauffage et la bouffe. Pour moi, c'est ça le confort de vie. C'est que là, tu vas à la station, tu n'es pas en train de t'arrêter à 50 balles parce que tu n'as que 50 balles à mettre. Tu mets le plein. Mais toi ou moi, on n'a pas ce problème-là. Tu vois. Non, mais moi, je regarde même pas le montant du… De toute façon, j'ai besoin de faire le plein, donc je le fais comme tu dis. Oui, voilà, ouais. Mais par contre, les sacrifices personnels que tu fais à côté de ça, humains finalement, ils sont énormes. Je vais pas dire que je suis pas sociable. Non, mais finalement, tes amis, t'en as pas beaucoup. Le temps avec ta famille, etc. Non, mais on est bien d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que on l'a choisi. On l'a choisi, mais ce que je veux dire, c'est qu'on pourrait, par exemple, prendre énormément d'argent en dividendes, des énormes rémunérations. Et puis avoir des trains de vie énormes, mais ce qui nous prendrait du temps pour continuer d'entreprendre. Donc en fait, c'est presque faux ce que je dis. Mais moi, ça me ferait même pas kiffer parce que je pars 15 jours en vacances, je suis comme ça. Oui, non, mais c'est clair. Plage, mais je veux dire, si on faisait plus ce qu'on a l'habitude de voir sur Instagram, finalement, des gens qui sont très très riches mais qu'on ne voit jamais travailler, tant mieux pour eux. Tant mieux pour eux s'ils ont la solution magique. En tout cas, nous, on ne l'a pas. Mais je veux dire, on pourrait faire plus. Mais en tout cas, tout ce qu'on gagne, on en réinvestit une majeure partie dans des nouveaux projets. C'est ça qu'il faut prendre en compte aussi. Parce que les gens qui se posent des questions, ils disent mais comment ils font ?
À un moment donné, il n'y a rien sans rien, quoi. Au lieu de s'enrichir à titre personnel, et ben, on va pas prendre d'énormes rémunérations et d'énormes dividendes en fin d'année et tout réinvestir dans des nouveaux bâtiments, des nouveaux projets. Et surtout, tu parles de rémunération, de machin. Souvent, il y a des gens qui disent ouais, mais vous êtes riche. Mais c'est quoi être riche? Bah oui, c'est ça. Tu vois, c'est Mais quel niveau, je crois que ça existe. Hein. C'est riche humainement, Je crois que ça existe en fonction de la rémunération. Oui, mais au fonction je des sais stats, plus si à 4 000 €, t'es riche. Ouais, je sais plus. Mais toi, t'es même pas riche, t'es méga riche. 6 000, t'es personnes considéré comme riche? Bah même tes cadreurs, ils sont riches alors. Ils sont Ouais, dans putain. la catégorie riche. Quoi. Putain. Ça, je pense que c'est. Non, mais en mon fait, père, il m'a toujours dit c'est pas celui qui en gagne le plus, celui qui en dépense le moins. Ouais, exactement. Toi, j'ai bien compris, tu dépenses rien, t'es une pince. Bah, je dépense rien. Bah, en fait, moi, ce que je fais. Non, mais ce que je fais, c'est que je dépense dans des secteurs qui me font plaisir, mais qui me rapportent aussi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont se dire oh, l'autre, ça y est, bling bling, Lamborghini Aventador. Oui, mais la Aventador, elle a pris 175. Voilà. La Lambo... mais là, tu as d'autres problèmes après, tu vois. Ouais. Tu as d'autres problèmes. Donc, c'est pas. Oui, mais je veux dire, je me suis payé mon rêve ultime qui était une Aventador. Parce que, mine de rien, si je me lève tous les matins, si je travaille autant, si je fais autant d'heures, si je me tue à la tâche et que je m'investis autant dans ce que je fais, bah la Lamborghini Aventador, elle n'y est pas pour rien parce que c'était mon rêve ultime. Ouais, C'est-à-dire que je veux bien travailler comme un chien pour avoir une Aventador. Mais là, en plus de ça, elle me fait gagner de l'argent. C'est-à-dire que là, la voiture, si je la vendais demain, je gagne pratiquement 200 000 €. Mais ça, c'est le. Parce qu'on a choisi la bonne, tu vois. Toi, les gens, ils vont pas le résumer comme ça. Ils vont résumer t'as acheté une Aventador pour la frime, t'as vu, il a acheté. Voilà. Mais aussi, il a acheté aussi un peu pour la frime. Je suis fier d'avoir gagné assez d'argent pour me rouler en Aventador. Et puis maintenant, elle est voyante. Mais en fait j'avais acheté une Aventador normale qui spécule pas plus que ça. Et je l'ai vite vendue au bout de quelques mois pour acheter ce modèle, la SV, qui prend beaucoup de valeur en ce moment, pour justement allier à la fois le plaisir ultime pour moi d'avoir une Aventador et en même temps d'avoir un truc qui déjà ne décode pas, c'est incroyable. Ouais, mais qui en plus de ça prend de l'argent, bah, c'est parfait quoi. L'évolution des voitures. Ouais, je pense que c'est pratiquement pire. Tu parlais des montres, l'âge des Rolex est peut-être un peu en train de c'est quoi? Bon, non. Ça se tient? Non, ouais, complètement. Les montres, c'est pareil, c'est la folie quoi. Enfin, je veux dire, le mec qui se fait plaisir dans une belle montre, il y a des marques évidemment où tu perds de l'argent, mais il y a des gens qui vont pouvoir se faire plaisir en choisissant le bon produit, qui fait que la montre, elle va tous les 10 ans doubler son prix. Ou en tout cas ne jamais perdre de valeur, c'est-à-dire que tu vas kiffer 10 ans, dans 10 ans tu veux changer, tu n'as pas perdu d'argent. Donc ça c'est des super investissements. Donc ça c'est des super investissements et si ton côté plaisir va avec ce genre de truc, c'est tant mieux quoi. En fait c'est de l'argent qui n'est pas sur un compte qui est là-dedans quoi. Ah, mais je pense tout que simplement. Tu as aussi, quand tu atteins un niveau où tu gagnes des sous, tu vois les sacrifices pour les gagner ces sous-là, tu n'as plus envie d'acheter je vais pas dire un iPhone. Une 332-46. À 10 000 balles. Non, mais d'acheter des trucs où finalement tu perds beaucoup de sous, que tu as du mal à gagner. Voilà, tu as une vision différente complètement. Tu n'as pas du tout envie d'acheter, par exemple, où tu te diriges vers une marque de montre. Oui, tout à fait. Quand tu t'intéresses à l'horlogerie et que tu gagnes un peu de sous, tu vas t'intéresser à une marque qui, en plus de te faire plaisir à la porter, va te faire gagner de l'argent ou ne pas en perdre. Tu vas moins t'intéresser à une marque où tu achètes la montre 10 000 €. Ou sauf si tu as vraiment un coup de cœur de fou. Ou si tu as un coup de cœur de fou, comme j'ai eu moi sur certaines montres. Mais tu vas moins t'intéresser à ce genre de projet où tu t'achètes la montre, tu sors du magasin, tu l'as payé 10, elle en vaut 4. Tu vois, tu fais moins ça. Comme des voitures. Mais ça, c'est naturellement parce que tu sais les sacrifices qu'il faut pour obtenir les 6 000 €. Tu te dis 6 000 €, il faut faire 400 000 € de chiffre d'affaires plus les impôts. Si tu n'as plus le même raisonnement, tu en es déformé. Ouais. Et est-ce qu'à un moment, tu perds pas aussi un peu le plaisir, tu vois? Ouais, non, parce que moi, je me suis. Par exemple, tu achètes une motocross neuve, ça décote. Mais moi, je me rends malade maintenant pour acheter un truc. Souvent, je le regarde 25 fois, mais n'importe quoi. Hein. Je regarde 25 fois, je dis, c'est trop bien et tout. Je pourrais l'acheter. Et après, je me dis, non. Non, laisse tomber. C'est pas raisonnable. Tu vois, la Panamera, j'ai eu la Panamera Turbo S. C'était la super machine et tout. Mais au bout d'un mois, je me dis, non, ça sert à rien. Il m'est arrivé la même chose avec ma 335D blanche. Ouais. La voiture, elle est trop parfaite. Elle a 50 000 km, c'est une phase 2. J'ai tout fait dessus. Une fois que j'avais mis le ciel étoilé, les pièces en carbone, les machins, je me suis dit non, c'est trop beau pour rouler tous les jours. Et du coup, j'ai repris ma 330D au 46. Donc voilà le bordel. Mais donc aujourd'hui, t'en es là, une dizaine de centres, en tout cas, où tu es concerné principalement. 11 centres en tout ouverts, 3 en ouverture, 14. Des projets qui vont pas tarder à voir le jour avec toi d'ailleurs.
oui. Rennes, le sud, Montpellier, ça t'attire ça, le soleil là, normalement. Hein. Il est en train de spoiler un petit peu tout ce qu'on veut prévoir dans les mois à venir, mais c'est pas grave. C'est Et, une chaîne où on est transparent, les gars. Ouais, Là, vraiment. t'es focus Shift Tech en ce moment, vraiment. Ouais, Enfin, t'es focus Shift Tech, mais en même temps, tu fais à la fois de l'immobilier. Oui. Ça veut dire que ça va avec, dans ce que tu fais, tu te diversifies en fait, quand même. c'est devenu, on a diversifié Shifttech aussi. Ouais. Je vais pas annoncer nos futurs projets et tout, mais Non, mais Shift Tech fait, il y a déjà dans l'activité plusieurs branches voilà, maintenant. exactement. Et après, moi, j'ai quand même ça, c'est un développement personnel. Tu vois, j'ai récupéré la boîte de mes parents que j'ai développée, que j'ai fait fonctionner. On a racheté Shifttech et qu'on est en train de développer et faire fonctionner. Et à un moment, j'aimerais faire le truc, j'aimerais créer un truc tout seul. Et tant que j'aurais pas créé un truc tout seul, ça ne sera pas accompli pour moi. D'accord. Tu vois. Ouais, Donc toi, tu as créé plein de trucs. Et ça, je suis fier des gens qui créent des trucs de A à Z. Tu vois, Boiserie, c'est ton nom, ça a été créé et tout. Et moi, tant que j'aurais pas fait un truc comme ça, ça sera Bientôt, pas on va voir Médéric. J'en sais rien, et ça peut, j'en sais rien. Médéric Restauration. Non, peut-être, je sais pas, mec, je sais pas. Et Une chaîne de. J'ai voulu faire un hit salade il y a pas longtemps, ils m'ont refusé l'accès à la franchise. Ah ouais? Ouais, j'ai voulu racheter les hauts tacos à Tours quand ils ont fermé parce qu'ils avaient fait un problème et tout. Ils n'ont pas voulu me vendre. On s'était renseigné pour faire du fitness park et tout. Finalement, on a un peu traîné. À l'époque, on n'avait pas les sous avec Cédric et tout. On l'a pas fait. Donc voilà, un jour, il je faut ferai. qu'on monte une salle de muscu. Ah bah fitness park, il y a encore des trucs à Mais droite. pas à une gauche. franchise fitness park. Toi, tu Bah, bosses on park. a en niveau com, Ah oui, niveau non, com, c'est on vrai. n'a pas besoin d'une franchise. C'est vrai, c'est vrai. On a fait plein de pubs dans cette vidéo. Hein. Non, mais par contre, c'est vrai que tu regardes, par exemple, quelqu'un qui serait incroyable à interviewer, c'est les dirigeants de fitness park. Ah, L'empire de la salle de sport qu'ils ont monté, c'est incroyable. Ah ouais, c'est clair, ils ont récupéré plein de trucs. Moi, j'étais à fond, j'étais prêt à faire un Amazonia ou un Elancia, machin. Ils ont crevé, ils ont perdu des parts de marché en une vitesse fulgurante sur Incroyable. Fitness Park. Ah Fitness ouais. Park, Basic Fit, là, ils ont. Ouais, les deux principaux. là, Ils ont c'est fait incroyable. des À se dégâts. demander si ça appartient même pas aux mêmes dirigeants. Non, je crois que je vais regarder déjà. C'est un empire, quoi. Non, Otakos, c'est pareil. C'est Ouais. Pitaya, meilleure franchise l'année dernière. J'avais fait le salon de la franchise. Moi, personnellement, j'ai fait le salon de la franchise en tant qu'exposant. D'accord. Et donc, c'était. Et en fait, il est venu rafler la concurrence. Non, mais j'ai été pour voir plein de trucs. Voilà, moi j'ai envie de faire un truc à un moment qui sera à mon image et comme moi j'ai envie et je l'aurais fait tout seul. Ouais, Toi, tu as créé plein de trucs, tu les as fait de A à Z. Moi, j'ai récupéré des sociétés et soit je les ai fait évoluer, soit je les ai juste récupérés. Les gars qui créent de A à Z, je les respecte encore plus. Tu vois. Ouais, mais la difficulté est tout autant importante, je pense. Non, peut-être, quand parce tu que tu reprends as des gars qui rachètent des sociétés qui vont pas bien et ils en font des voitures de course, quoi. Ouais, Donc, bien sûr. bien sûr, mais moi, personnellement, en tout cas. Oui, c'est un accomplissement personnel que tu as envie de faire. Voilà. Bon, bah, la chaîne de restauration, on la fera à deux alors. Pourquoi pas, ouais. Du moment que je l'ai créé. Ah, il va avoir 51 sur le cabis. Ça, c'est la base, gros. Non, t'es conne. Non. Ça aussi, l'association, tu devrais faire une vidéo sur l'association parce que s'associer, je pense que quand on crée un projet, l'association, c'est compliqué, quoi. Moi, je suis quelqu'un qui, à la base, se ferme à toute association possible et inimaginable. Ouais, bah, moi, pareil, ouais. Et finalement, quand tu trouves les bonnes personnes, ça se passe bien. Bah oui, complètement. Donc ça, c'est peut-être, tu devrais faire un épisode là-dessus. Ouais, l'association. je pense après, je pense que j'ai pas encore assez d'expérience dans le côté association. Parce que comme tu dis, moi, tout ce que j'ai fait à la base, c'est que moi tout seul. Ouais. Et t'es quelqu'un à fort caractère, je pense aussi. Donc, voilà, bah, moi c'est pareil, je m'étais toujours dit, moi déjà depuis que je suis né, j'ai eu 1000 exemples dans la gueule où j'ai dit mais jamais de ma vie je vais me marier pour que je me tue à payer une maison et qu'il y a quelqu'un qui se barre avec la moitié. Tu peux faire un contrat. Et donc je m'étais dit l'association c'est mort, j'ai vu trop de gens s'associer, couler une boîte, etc. Et puis bah, là c'est vrai qu'ensemble c'était une évidence. C'est pour ça qu'il faudra qu'on se fasse une chaîne de restauration, Médo. Autre chose, j'en sais rien, j'ai sorti la restauration comme n'importe quoi. Non, c'est moi qui ai sorti la restauration, mais moi j'aimerais bien monter un resto. Ouais. Mais on pourrait monter. Une chicha, elle va me dire une chicha. Une chicha. Une chicha. Bon, en tout cas, merci d'avoir répondu à toutes ces petites questions. Médo, j'espère grand que plaisir. ça vous a plu. Je pense que ça vous a plu. Elle est longue, hein. Elle est longue la vidéo, mais. Le mec qui est venu à la fin, on aurait dit une vidéo de farine de blé, quoi. Exactement. Mais je pense que ça a plu à beaucoup de gens, que ça a répondu à beaucoup de questions. Je pense qu'il y a même un épisode 2 à faire avec Médo où on pourrait traiter de ses investissements personnels, l'immobilier, etc. Comment faire, quelles sont les choses les plus rentables que tu as fait dans ta vie. Parce que tu es aussi un investisseur en bourse. Pas trop finalement. Au tout départ, Covid là. Tu touches un peu. Je connais, touches un peu, crypto pas trop.
Non, Pas du vraiment tout pas du tout. Pas du tout Pas du tout. Non, j'ai jamais mais, acheté un euro de crypto, pas du tout. Et donc, oui, mais tu as quand même une certaine diversification. Ça, je pense que tu parles de gars, tu vois, qui ont une ascension énorme. Je pense que le mec qui se démerde bien, il peut peut-être avoir une ascension énorme avec ça. Ouais, je pense aussi. Oui, mais il faut être pareil. Encore une fois, nous, on n'est pas assez dedans. Moi, c'est pas ça. Pour C'est que moi, dedans. je suis un mec, je suis obsédé par tout ce que je fais. Tu vois. Ouais. Sauf, il y a deux trucs où j'ai jamais été assez obsédé. À chaque fois, je me suis dit, je vais me mettre au sport à fond. Ça, c'est le truc, j'arrive jamais à tenir le truc sur la longueur. Tu vois, Là, pour l'instant, tu tiens bien. Ouais, ça va. Là, jamais je devrais peut-être aussi gros que les tiens. Là, franchement, on a combien de kilos de perdu là 22. Putain, 22 quand même. Mais sur la balance, c'est pas représentatif, quoi. Je suis toujours une enclume, quoi. Ouais, mais déjà, à la salle et tout, 22, c'est incroyable. Je vais à la salle et tout, mais et moi, c'est une obsession. Si je me mets dans la crypto ou la bourse ou quoi, je vais devenir obsédé. Je vais acheter à 22 centimes le matin, vendre à 24 à midi. Oui, voilà, d'accord. Donc, oui. Non, moi, c'est vraiment plutôt passif. Mais en tout cas, tu es quand même quelqu'un qui diversifie, que ce soit dans l'immobilier, dans les voitures. Moi, j'aime bien tout ce que je touche. Voilà, tu as plusieurs choses que tu touches et qui te passionnent à la fois. Ouais. Donc, ça et même quand ça ne me passionne pas, j'aime bien savoir. Tu vois. Oui, on a aussi envie et le droit de s'intéresser à des choses qui rapportent uniquement de l'argent. Ouais, ou même si ça rapporte pas d'argent, j'aime bien. Quoi, tu vois, oui, et puis on s'intéesse aussi à des choses. Je m'intéresse à tout, culture générale. Ce matin, le plombier, il comprenait pas pourquoi je lui demandais d'ouvrir le chauffe-eau, qu'on change. Et tu voulais voir comment c'était fait? Ouais. Et il me dit, mais comment ça se fait que tu t'intéresses à ça, tu vois? Mais je dis, mec, je sais pas, j'ai envie, ça m'intéresse, tu vois. Et donc là, je gagne pas d'argent à savoir comment c'est fait de l'intérieur d'un chauffe-eau, tu vois. Mais c'est juste le fait d'être intéressé. C'était l'outro la plus longue de YouTube. Voilà. On va remettre l'outro à ce moment-là, que les gens se barrent pas avant. Bon, j'espère que... merci Médéric. Boise riche. Hein. Médéricissime. J'espère que cette vidéo vous a plu, les amis. Je pense on devrait faire une boîte d'hélicoptère. Ah, mais c'est 2 millions d'euros le ticket d'entrée pour avoir un hélicoptère. Bon, mais toi, mon gars, t'appelles la banque taille direct. Non. Les lignes de crédit, toi, je fais un coup de carte, moi. Un coup de carte. Allez. Non, mais j'espère que ça vous a plu. J'espère que Médo a répondu à pas mal de vos questions. Je vous laisse vous abonner à ma petite chaîne YouTube, les amis. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Shiftech TV, puis à l'Instagram Médéric Shiftech. Voilà, on vous met tout dans la description. Et puis à cette petite chaîne YouTube. D'ailleurs, merci d'être 155 000 à l'heure où je vous parle, de vous être abonné à cette chaîne YouTube. C'est tellement important. Paf, il appuie sur une chaîne ou un Instagram 155 000. Non, ça fait plusieurs mois maintenant. Mais en tout cas, merci. Je pense qu'il y en a qui n'ont pas vu le beau tableau de notre ami Bertrand, qui a fait le mien, le Donovan, qui est très connu. Celui-là, il est incroyable aussi. Hein. Ouais. Il t'a fait un super tableau. On vous mettra aussi l'Instagram de notre ami Bertrand qui fait des beaux tableaux. Pour le plaisir de tout le monde. Abonnez-vous et je vous dis bonne journée. Continuez d'investir. D'investissement. Le gars n'en veut plus. Continuez d'investir, continuez d'entreprendre et de vous lever tôt le matin et vous direz peut-être à la cheville de Médéric un jour. T'es plus grand que moi maintenant, mec. Allez, salut. N'oubliez pas de vous lever le matin pour aller au travail et vous acheter une Aventador LP750 et topette.